Très bien, les amis, bienvenue à nouveau. Je suis vraiment très enthousiaste aujourd'hui. Je sais que vous l'êtes aussi. Vous étiez en train de vous emballer dans le chat. Je vous avais dit que j'allais être rejoint par Baron Coleman, nul autre que Baron Coleman ici en studio. Préparez-vous, les amis. Il y a une quantité exceptionnelle de terriers de lapins dans lesquels nous allons devoir plonger aujourd'hui. Je vous ai dit hier que nous avions reçu un tuyau et ça m'a littéralement fait exploser l'esprit. Il se passe tellement de choses ici, il y a tant de connexions. Baron, tu as fait un travail fantastique en enquêtant sur l'assassinat de Charlie Crooks. Et on pourrait penser que ce serait le travail des fédéraux, mais apparemment ce n'est pas leur rôle. Non, nous avons dû décentraliser un peu l'enquête. Oui, et je pense qu'ils sont nerveux. Non seulement ils sont nerveux, mais je pense qu'ils sont terrifiés. Oui, et penses-tu sincèrement que cela sera véritablement résolu un jour prochain? Pas à la satisfaction de beaucoup de gens, mais je pense que dans une certaine mesure, oui, ça le sera. Oui, eh bien. Bon, commençons simplement par quelques nouvelles. Tu as entendu la même chose que moi. Turning Point USA a procédé à une purge massive d'employés il y a quelques jours, ou à la fin de, je suppose, la semaine dernière, on pourrait dire. Qu'as-tu entendu à propos de cette purge? J'ai entendu dire qu'il y avait eu entre 30 et 40 personnes évincées, qu'ils cherchèrent la source de la fuite. Ils savaient qu'il y avait des fuites chez TPUSA. Ils sont terrifiés par ces fuites à cause de ce que TPUSA a fait. Et plutôt que d'essayer d'être une organisation honnête, c'est juste, débarrassons-nous de toutes les personnes que nous pensons susceptibles de révéler que nous sommes une organisation malhonnête. C'est tout simplement incroyable. Donc, j'ai entendu une histoire en particulier et ça m'a fait sourire parce que c'est typiquement le genre de choses qu'Andrew Colvett ferait. Parce que c'est évidemment lui le cerveau de l'opération. Et donc, apparemment, je ne sais pas dans quel contexte ils ont fait venir cette fille dans un bureau, ni s'ils comptaient la licencier. Mais le fait est qu'ils lui ont demandé d'apporter son ordinateur portable et Andrew a vu sur son ordinateur qu'elle avait des captures d'écran. La chronologie de mon émission, et apparemment, c'était la panique générale. Ils ne savaient même pas pourquoi elle avait fait une capture d'écran de ça. Et ils ont donc pensé qu'elle était la source de la fuite. Pourquoi me divulguer ma propre chronologie? Ça n'a aucun sens, Andrew. Pourquoi me montrer ce que j'ai moi-même créé? C'était à partir d'informations publiques sur l'endroit où se trouvaient Charlie et les avions égyptiens. Qui sait? Elle devait être une complice. Mais apparemment, d'autres personnes au bureau regardent l'émission en direct. Ils ont paniqué et ont licencié toutes les personnes avec qui elle était amie, qu'elle connaissait. Et ce n'était pas elle qui me transmettait les informations. Donc la fuite est toujours là. Je le sais avec certitude. Il y a encore des fuites. C'est un navire qui prend l'eau et ils vont juste virer tout le monde sans jamais gagner plus d'argent. Mais qui vont-ils remplacer? Ça va juste devenir la PAC? Je pense que ça va devenir la PAC. C'est un point que j'ai récemment soulevé auprès de quelqu'un. J'ai dit, si tu peux licencier 40 personnes de ton organisation, c'est que tu avais trop de monde sur la masse salariale. Tu gaspillais juste de l'argent. Et c'est une critique encore plus grave du problème chez Tepusa que le simple fait qu'ils aient ressenti le besoin de licencier 40 personnes. Pour moi, si tu peux te débarrasser de 40 personnes dans une organisation de seulement 6 ou 700 personnes, si tu peux en virer 40 et garder les lumières allumées le lendemain, c'est que tu as un problème dans la gestion de ton organisation. Il faudrait peut-être un effort doge. Il faudrait peut-être un effort doge. Eh, attention. Le dernier YouTuber à avoir tenu de tels propos a reçu une mise en demeure. C'est Droite. lequel? Nous n'allons pas vous poursuivre en justice, mais nous allons demander à des avocats de vous envoyer une mise en demeure, ce qui est la première étape avant de vous poursuivre pour diffamation. Une simple et terrible erreur. On se demande vraiment ce qui se passe là-bas. Qui, selon vous, tire réellement les ficelles? Je pense qu'en fin de compte, c'est Erika qui prend les décisions, mais je pense qu'elle est très mal conseillée. Si je devais deviner, c'est mon avis, Tyler Boyer et Andrew Colvett. Il y a peut-être d'autres personnes aussi. Je crois t'avoir entendu mentionner un autre nom dont tu te méfies beaucoup, mais je dirais que Tyler et Andrew lui soufflent à l'oreille et l'aident à prendre des décisions terriblement mauvaises. C'est vrai. Je serais surpris si c'était Tyler qui conseillait sur les questions juridiques. Il est plus intelligent, non? Il est corrompu, mais il est intelligent. Et il ne serait pas aussi, je ne pense pas qu'il serait assez stupide pour conseiller certaines des choses qu'ils font. Je veux dire, quel intérêt as-tu à t'en prendre à ce YouTuber? Que gagnes-tu avec cette mise en demeure, sinon montrer que tu as menti sur les drones? Encore une fois, combien de versions as-tu donné? Finalement, l'avocat admet qu'il y avait des drones, mais pour les médias, pas pour sa sécurité. Je me demande s'il y avait vraiment des drones.
Je veux dire, je remets vraiment cette histoire en question au point que je ne sais même pas si leur avocat a la bonne question, la bonne réponse quant à savoir s'il y avait ou non des drones. Ça a l'air tellement embrouillé. Je ne sais même pas s'ils savent eux-mêmes s'il y avait des drones. En parlant de drones, je pense que Fort Huachuca les a paniqués. Bien sûr, quand j'ai parlé de Mitch Snow, je ne connaissais rien de Fort Huachuca. Je ne connaissais rien à l'armée, à Four, au 5, au 6. Désolé, je ne jouais pas à la bataille navale. Quoi que les garçons aiment, ça ne m'intéressait pas quand j'étais jeune. Et oui, Erika a été très ouverte sur le fait que sa mère, Dode, travaille sous contrat. Et quand on commence à se pencher sur ce que faisait sa mère, il est évident qu'Erika connaît très bien Fort Huachuca. Puis on a un peu découvert que tout le monde dans ce film qui n'a jamais été diffusé ou sorti est lié à Fort Huachuca et à la région de Sierra Vista. Et là, on se dit, OK, c'est quoi cette panique? On apprend ensuite, et j'ai oublié de le mentionner hier, que le père de Dan Flood dirigeait les services de renseignement à Fort Huachuca. Ils connaissent donc tous cette base. Et je tiens à préciser que nous avons reçu hier une information fiable selon laquelle Dan Flood non seulement n'a pas été licencié, mais a été promu aux États-Unis à un tournant décisif. C'est absolument époustouflant. Si c'est vrai, c'est absolument stupéfiant. Je dirais, selon les dires de cette personne, qu'elle est absolument certaine qu'il s'agit d'une circonstance. Je n'avais jamais entendu dire que Dan Flood avait été licencié. Je ne sais pas ce qu'ils font avec Dan Flood. Je ne sais pas ce qu'il fait à New Braunfels. Mais je sais qu'il est une personne très protégée et qu'il n'est en aucun cas innocent dans cette affaire, quelle que soit l'interprétation. Je ne crois pas que Dan Flood soit innocent dans cette histoire, quelle que soit l'interprétation. À mon avis, il n'est pas innocent. Je veux dire, regardez. L'un de vos protégés vous a dit, en l'espace de quelques jours, que quelqu'un allait probablement le tuer. Et ensuite, il est mort. Vous avez clairement échoué. Et à mon avis, c'est une certitude à 100%. Mais c'est la preuve principale que vous avez échoué dans votre travail. Ce qui est intéressant, c'est que mon informateur de Turning Point m'a dit que, avant la mort de Charlie, il y avait eu une sorte d'échange entre lui et Dan Flood, où il comptait rétrograder Dan Flood. OK, maintenant, Dan Flood est là, Charlie est tué. Et le nouveau PDG qui prend ses fonctions ne licencie pas immédiatement la personne, ou du moins ne la rétrograde pas. Nous le savons parce qu'il la protégeait à la Maison-Blanche lors de la journée Charlie Kirk, ce qui est, vous savez, une obligation pour la Réserve fédérale. S'ils vous tuent, ils doivent vous accorder un jour. C'est comme des règles, un manuel que nous ne pouvons pas consulter. Et donc, tu es en train de me dire, non seulement elle ne prend pas de mesures pour faire le ménage dans l'équipe de sécurité, mais en plus, elle promeut Dan Flood. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Et je pense, si je me souviens bien de ces photos, Brian Harple n'était-il pas aussi sur cette photo à la Maison-Blanche ou à Washington, D.C. Quand elle était là-bas? Je ne me souviens pas. Je pense qu'il faudrait que je retourne voir cette photo. Je crois qu'il y était. Encore une fois, tout cela n'est que mon avis. Tout ce que je dis n'est que mon opinion. Je pense que cela montre qu'il y a plus que ce que l'on croit dans ce qui s'est passé à Orem, Utah, le 10 septembre. Je pense qu'en général, nous sommes tous. Maintenant, à ce stade, nous réalisons qu'il y a vraiment plus qu'il n'y paraît avec Erika, point final. Et il y a eu de la vie vécue. C'est, disons-le, un euphémisme. Il y a eu de la vie vécue. Et je suis mal à l'aise face au nombre d'incohérences qui sont apparues dans son histoire. Les liens avec autant de trafic sexuel. J'ai même quelque chose que je vais révéler demain. À propos de ses parents qui auraient travaillé avec quelqu'un qui a été accusé de quelque chose en lien avec des enfants, c'est un peu trop. Mais toi et moi avons reçu un autre tuyau et je t'ai appelé et j'ai dit, tu devrais probablement venir en studio pour ça, parce que ça m'emmène dans un terrier sans fin. Ouais. Quelqu'un nous envoie un email. Je vais te laisser introduire celui-ci. Quelqu'un nous envoie un email. On va le montrer. Mais vas-y, je t'en prie. Eh bien, que se passe-t-il, tu sais, si tu regardes le compte Twitter du président, le compte Twitter du pape, ce qui se passe, c'est que quand tu obtiens un titre, tu prends le contrôle des réseaux sociaux pendant ton mandat. Donc, POTUS. Ouais, sur Pontifex. Apparemment, Miss Arizona USA a la même chose, c'est-à-dire que la Miss Arizona USA en titre, quelle qu'elle soit, prend le contrôle de ce compte. Et il ne supprime pas ses tweets. Donc ils sont toujours là 10, 12, 15 ans plus tard. Tu peux remonter jusqu'au règne d'Erika Kirk en tant que Miss Arizona USA et lire ses réseaux sociaux, y compris des anecdotes intéressantes sur les fusillades de masse. Oui. Donc, en 2012, vous vous souvenez peut-être ou pas, mais vous allez vous en rappeler. Maintenant que je le dis, il y a eu cette fusillade de masse qui a eu lieu dans un cinéma où un gars, on nous a dit au public, on nous a dit,
un peu comme l'assassinat de Charlie Kirk. Un type entré en tenue tactique, mais là, c'était comme s'il lançait des grenades fumigènes. Je veux dire, avec le recul, ça avait l'air assez militaire. Et puis, ils sortent de ce type et ils disent « ce film allait sortir. Le voilà, l'arrière. C'est ce gars-là, c'est lui qui a tout fait. » Eh bien, à cette époque, quand Erika c'était son année en tant que Miss Arizona, quelqu'un lui a juste tweeté au hasard en lui demandant pourquoi elle n'avait pas fait de déclaration sur cette fusillade horrible. Et Erika répond, et voici ce qu'elle a dit. Nous pouvons montrer ceci. Et maintenant, il est écrit, juste pour que vous compreniez bien, il est écrit Candace Knivel, parce qu'elle gère désormais ce compte, comme il l'expliquait, mais c'était Erika qui répondait à cette personne sur Twitter. Erika dit, une de mes meilleures amies était dans le cinéma. Donc, même si ma reconnaissance n'a pas été diffusée sur les réseaux sociaux, elle s'est faite de manière plus personnelle. Donc, Erika a un lien personnel à travers son amie qui se trouvait dans ce cinéma au moment d'une autre fusillade. Et je ne suis pas à l'aise. Je suis mal à l'aise car j'avais déjà établi le schéma satellite des coïncidences très tragiques de personnes affiliées, notamment Rob McCoy, comment on peut commencer à dessiner ce genre de constellation de fusillades ou d'événements qui se sont produits. Et tu sais, la fusillade du Borderline Bar and Grill qui a eu lieu en Californie, Rob McCoy et le pasteur à Thousand Oaks, tu sais, le pasteur, il est intimement impliqué avec les victimes de la fusillade. Les personnes qui se trouvent au Borderline Bar and Grill sont là parce qu'elles étaient toutes à la fusillade de Las Vegas. Ça ressemble un peu à une cible militaire, mais on nous raconte une autre histoire. Puis Rob McCoy se retrouve à Nashville, et là, il y a encore une autre fusillade. Même histoire. Tu sais, cette personne trans, Aubrey Hale, a juste perdu la tête et a décidé de tirer dans une école primaire. Et je commence à me poser des questions. Je regarde tout ça et je me dis, y a-t-il quelque chose qui nous échappe avec toutes ces fusillades de masse, ce faux clivage entre la gauche et la droite? C'était une personne trans. Oh, c'était un fervent partisan de MAGA qui a fait ça. Et on se crie tous dessus. Est-ce qu'on passe peut-être à côté de quelque chose d'autre? Et donc, je commence à reconsidérer tout ça. Et je t'ai dit, et si c'était juste des cibles dans l'armée qui entraient et tuaient des gens puis rejetaient la faute sur un trans? Comme si, à chaque fois, c'était une personne transgenre ou alors un gars ultra MAGA, complètement dévoué, qui s'est armé et a fait quelque chose. Et on est tellement occupé à s'entretuer qu'on passe à côté de quelque chose de plus large. Donc, on a un peu réexaminé cette fusillade et des choses intéressantes sont ressorties. Ouais. L'une des victimes avait assisté à une fusillade de masse quelques semaines avant celle où elle est morte. Et ça a tout de suite allumé des signaux d'alarme dans ma tête. Tu commences immédiatement à enquêter. Tu as dit « tu savais qu'elle avait été à Toronto ?» Qu'est-ce que tu veux dire à Toronto? Elle était à une fusillade de masse à Toronto. Ce qui m'a marqué, c'est que c'était dans un centre commercial en 2012. Un tireur fou est entré et a commencé à tirer. Je crois qu'il a tiré 8 ou 9 coups de feu, tuant quelques personnes, dans une aire de restauration. Oui, l'aire de restauration. Et Jessica Gowie, Ghavi, la voilà, juste là. Jessica Gowie était dans cette aire de restauration. Elle a payé son addition vers, je ne me souviens plus, 6h20 ou quelque chose comme ça. Et 3 minutes plus tard, la fusillade a commencé. Mais pendant ces 3 minutes, elle a dit qu'elle avait eu un sentiment très étrange dans le ventre, a décidé qu'elle ne voulait pas rester là et elle est sortie. Et je me suis dit, c'est bizarre. Elle a eu cette prémonition que quelque chose de mauvais allait arriver. Puis un centre commercial se fait attaquer par balle. Puis, peu après, elle meurt dans une fusillade. Des circonstances étranges. Et ce n'est que le début. Et elle a été touchée par 6 balles. Donc, dans ce cinéma, on nous dit que ce type a juste pété les plombs ou quelque chose comme ça. Cette fille a reçu 6 balles, 12 victimes au total, y compris un enfant à naître. Et Jessica est unique en ce sens que non seulement elle reçoit 6 balles, mais la personne à côté d'elle qui était-ce son ex-petite amie? Difficile de dire s'il s'agissait d'un ex-petit ami. Elle habitait à New Braunfels, au Texas, figurez-vous. Bam, c'est encore autre chose. Et je me dis, que se passe-t-il à New Braunfels? New Braunfels, Texas. Jessica Gowie y a également vécu. Elle était à New Braunfels, au Texas, et allait voir son petit ami à Toronto. L'homme avec qui elle est décédée n'était donc pas lui. Il avait pris l'avion depuis New Braunfels, au Texas, pour voir ce film à Aurora, dans le Colorado. Il a survécu à la fusillade. Il a survécu, blessé par balle au dos. C'est ça. Et étrangement, il décrit comme s'il savait qu'elle était morte et qu'elle avait
des éclaboussures de cerveau. Et pourtant, on apprend que plutôt que de la laisser là où elle était, 2 policiers sont entrés dans la salle de cinéma. Et ils l'ont tirée jusque dans une voiture de police et ont affirmé l'avoir emmenée eux-mêmes à l'hôpital. Je ne sais pas, il y a juste quelque chose à propos de tout ça. Jessica Goway a eu 2 fois la malchance de se retrouver lors d'une fusillade. Et puis aussi, bien sûr, cet endroit, Aurora, dans le Colorado, qui est l'endroit où la fusillade a eu lieu, étant si proche de Columbine, c'est à seulement 20 miles de Columbine. Et ces 2 endroits sont, tu sais, à Aurora, Colorado, il y a en fait une base de l'armée de l'air. C'est maintenant la base de la Space Force, mais avant, c'était une base de l'armée de l'air. À l'époque de Columbine et lors de la fusillade d'Aurora, je crois que c'était jusqu'en 2021. J'ai pris quelques notes à ce sujet, donc je veux juste être précis. C'était la base aérienne de Buckley de l'an 2000 à 2021. Donc il y a une présence militaire ici. Et je commence à remarquer ce fil conducteur de personnes militaires qui se trouve juste dans ce cinéma, rien que là. Il y avait énormément de militaires parmi les victimes de la fusillade. Et il y a une autre chose à ce sujet. À part New Braunfels au Texas, c'est un autre thème dans ce Chesgawi qui... C'est là que mon attention s'est portée quand j'ai regardé les victimes, comme si c'était étrange dans son parcours. Je trouve que son histoire est intéressante parce qu'elle a un frère adopté et une sœur adoptée, et je ne sais tout simplement pas quoi en penser. Ouais. Son père a divorcé d'elle ou peut-être que sa mère a divorcé de son père. Je ne me souviens plus, mais elle était très jeune, 3, 4 ou 5 ans. Et ils ont vécu séparément. Et ça m'a interpellé parce que quand son père est décédé, elle n'a pas été mentionnée dans sa nécrologie. Sa fille, qui a été tragiquement assassinée peu de temps avant sa mort, n'a pas été mentionnée dans sa nécrologie. C'est un peu étrange. Mais lui, il a été mentionné dans la sienne. Et quelque temps après, il y a un grand écart d'âge, mais après qu'elle ait quitté la maison, le père adopte ce jeune garçon et l'élève comme son fils. Et c'est juste étrange. Je ne veux pas. Je ne veux pas faire de lien trop bizarre, mais c'est vraiment Bizarre. comme impression. Ouais, c'est juste que... Ce fil conducteur entre l'armée et New Braunfels au Texas et, tu sais, la région de Colorado Springs, peu importe comment tu veux l'appeler. D'ailleurs, je t'ai dit que Charlie était censé y prendre la parole le lendemain du VU. Et j'y reviens parce que je sais que les gens vont me crier dessus, quoi, parce qu'ils n'arrêtent pas de me dire que je dois le lire. Et en fait, je n'ai lu que les 2 premiers chapitres, ça m'intéressait, mais ensuite j'ai été distrait. Mais Bill Cooper avait fait beaucoup de prédictions. Il était censé être l'original, le théoricien du complot qui, avant même qu'il y ait des fusillades de masse, parlait de l'armée et disait que cela allait arriver et qu'il y avait tous ces sombres projets militaires en cours. Et je pense, simplement sur la base de ce que nous savons, que lorsque nous commençons à décortiquer notre armée, MK Ultra, le projet Looking Glass, il y a littéralement des liens sataniques dans l'armée. Cela me semble évident que notre armée est impliquée dans des choses peu recommandables depuis très longtemps. Et bien sûr, je parle du sommet. Évidemment, ouais, il y a plein de militaires qui regardent l'émission et qui n'ont rien à voir avec tout ça. C'est toujours au sommet que les choses les sont corruptibles. Mais quand on a de véritables satanistes qui dirigent des opérations psychologiques dans notre armée, comment sommes-nous censés nous sentir protégés? Quand apprend-on que des enfants sont victimes de trafic vers des bases militaires? Comment sommes-nous censés avoir le sentiment que nos militaires sont les gentils qui sont là pour, vous savez, servir notre pays, essayer de nous protéger, d'autant plus que notre pays connaît actuellement un déclin marqué? Oui. Il est difficile de faire la distinction. Et à chaque fois que vous en parlez, évidemment, vos soldats de première ligne s'énervent. Et je comprends. Vous savez, ils devraient. Ouais, mais vous savez, je fais la distinction entre un gars qui s'engage et dit « Eh bien, je veux servir mon pays. Je veux améliorer mon quartier, mon État et mon pays, protéger la liberté et la faire progresser. » Et puis, une fois sur le champ de bataille, tout tourne autour des gars qui les entourent. Et vous savez, c'est de l'héroïsme et du courage, partout, à gauche et à droite. Je fais une énorme distinction entre cette équipe-là et les personnes qui accèdent tout en haut et qui ont cette vision claire, satanique, anti-américaine, mondialiste, de gestion du client américain. C'est ça. Et vous savez, si vous pouvez mentalement faire cette distinction, vous pouvez commencer à voir. La frustration de personnes comme toi, moi et beaucoup d'autres qui regardent et se demandent pourquoi notre armée fait-elle entrer de la drogue dans le pays? Pourquoi notre armée fait-elle du trafic, quel qu'il soit? Pourquoi ne se contente-t-il pas, tu sais, de prendre des armes et d'aller tirer sur les méchants? Pourquoi du tort est-il infligé au peuple américain? C'est exactement ça. Et je fais bien la distinction.
Nous le savons tous, quand les institutions deviennent grandes, elles deviennent corrompues. Et on peut en parler même dans les médias. Tu as quelqu'un comme Tucker Carlson qui travaillait autrefois pour CNN puis pour Fox News et qui a évidemment pris une direction totalement différente lorsqu'il a compris qu'il y avait un problème avec l'appareil médiatique dans son ensemble. Ce n'est pas que Tucker Carlson ait adhéré aux idées de Rupert Murdoch ou de qui que ce soit d'autre. Non, c'est pareil pour moi. C'est ça. Tu t'engages parce que tu crois en quelque chose, tu penses que c'est une chose, et puis quand tu t'en approches, tu te rends compte, attends une seconde, il y a eu quelque chose a pris un tournant très radical. Je veux que tu regardes vraiment cet extrait avant qu'on fasse une pause, parce qu'il y avait une femme nommée Catherine Griggs qui était mariée à un colonel des Marines nommé George Griggs à la fin des années 1980. Et c'est à ce moment-là que les choses sont devenues vraiment bizarres, je dirais, après qu'ils aient tué JFK. Je pense que c'est presque comme si l'agenda satanique avait commencé à se catalyser. Et écoutez ce qu'elle dit à propos de ce qu'est l'armée, ce que son mari lui a dit que l'armée était. Écoutez bien. Votre nom est Catherine Pollard Griggs. Oui, Vous êtes l'épouse du colonel George Griggs? Oui. 11 ans de mariage. Oui. Il est vrai que votre mari a été le chef des opérations spéciales sous l'amiral Kelso à l'OTAN. Oui. Et il est vrai que vous étiez la responsable du comité d'accueil. Oui. Vous étiez membre du conseil exécutif du club des épouses de l'OTAN. Absolument. Et aussi que le parcours de votre mari inclut le collège de défense de l'OTAN à Rome. Oui. Princeton, promotion de 1959. Oui. Sa carrière dans le renseignement, sa carrière d'espion a commencé au Vietnam. oui, Et il est également vrai que cela continue jusqu'à aujourd'hui absolument, sous le général Wilhelm. et que votre mari était le lien entre la Maison-Blanche et le président Jamal de Beyrouth au Liban au moment de l'attentat contre la caserne des Marines au Liban. Oui. Et en fait, votre mari était alcoolique? Absolument. Et il l'est probablement encore aujourd'hui. Absolument. Et pendant ses accès d'ivresse, il se mettait, pour ainsi dire, à tout déballer et te racontait tout ce qu'il savait sur la communauté du renseignement. Tout, rien n'était caché. Non. C'était comme s'il voulait se soulager et se libérer le cœur. Et donc il t'a tout raconté de ce que tu sais aujourd'hui sur la communauté du renseignement et dont tu parles. Et en fait, il t'a dit qu'il savait que l'attentat allait avoir lieu à Beyrouth avant qu'il ne se produise. Absolument. Et aussi, par ton association avec lui, tu as fini par comprendre et savoir, aussi choquant que cela puisse paraître aux personnes qui regardent ceci, que l'armée des États-Unis est littéralement dirigée par des déviants sexuels, avec une forte proportion d'homosexuels. Vraiment. Et que dans l'armée des États-Unis, des gens comme Jeffrey Dahmer, Kaczynski, McVeigh et Oswald, et une multitude d'autres personnes ayant un passé de déviance sexuelle, principalement homosexuelle, ces individus sont en fait recherchés par des gens au sein de l'armée. L'armée pour les faire progresser vers des postes dans le renseignement parce qu'ils sont si faciles à contrôler. Oui? Et ils deviennent en fait des esclaves mentaux et que l'armée américaine militaire, littéralement, aussi choquant que cela puisse paraître, c'est une opération de contrôle mental. Oui, totalement maintenant. Totalement maintenant. Ils se sont débarrassés des bonnes personnes comme MacArthur. Ils s'en sont débarrassés un par un. Un par un tout doucement. Prise de contrôle totale. Je veux dire McVeigh, Oswald. Je regarde simplement cela et ça me paraît logique. Oui, elle a mentionné de grands noms là. Ça ne me surprend pas. Je veux dire que quelqu'un puisse avoir une petite conversation intime avec sa femme et lui révéler tous ses secrets. Il Non, ça ne me surprend pas. Et je la trouve assez crédible dans sa façon d'agir. droite et elle travaillait pour le gouvernement. Je devrais également mentionner cela. Ce n'était donc pas une théorie du complot. Elle dit, voilà comment ça fonctionne. Et comme je le dis, si tu essaies ne serait-ce qu'un peu de t'intéresser à l'histoire de notre armée, c'est ce que tu découvres. Si tu fais ne serait-ce qu'une toute petite incursion dans l'histoire américaine, les gens qui développent ces programmes, même la moindre incursion dans MK Ultra. Je veux dire, même des histoires qui ne devraient pas être parallèles à celles-ci sont des histoires que j'examine et qui finissent par l'être. Elles finissent soudainement par y être liées. Elles convergent, un peu comme l'histoire de Brigitte Macron. Je me suis retrouvée avec des histoires de maltraitance d'enfants par l'armée, exactement les mêmes thèmes. Sur une histoire totalement sans rapport, où j'ai juste levé les yeux et me suis dit « Oh, cette personne ressemble un peu à un homme. » C'est drôle. Ils disent ça en France, et nous y voilà. Et Jean-Michel Trogneux disparaît après avoir rejoint l'armée.
et il est affecté en Allemagne. Et où il va ensuite, nous ne le savons pas, mais il est très évident pour moi que ce genre de personne est recherché. Jusqu'où es-tu prêt à aller? À quel point es-tu dérangé? Es-tu prêt à faire du mal à un enfant? Et si c'est le cas, alors tu te voues en quelque sorte à la secte. Et c'est pourquoi je disais dans mon émission que j'ai l'impression que ces gens sont blancs, comme s'il y avait plein de marcheurs blancs parmi nous, des personnes qui ont été blessées dans leur enfance ou qui font partie de ce gang. Et ils sont juste... C'est comme s'ils marchaient en dormant à travers la vie, obéissant simplement aux ordres des autres et qu'ils n'avaient pas vraiment d'âme. Oui, c'est très... Si tu prends au pied de la lettre l'influence démoniaque dans la vie quotidienne de l'humanité, et j'y crois fermement, tu as l'impression que ce groupe démoniaque s'infiltre dans la vie publique, chez les responsables gouvernementaux, dans l'armée, dans les médias, dans le monde académique. Ils essaient de contrôler l'humanité. Ils méprisent l'humanité. Ils veulent contrôler l'humanité. Ils veulent détruire l'humanité. Et quoi de mieux pour y parvenir que d'infiltrer un endroit avec des armes nucléaires? Ouais, Tu vois? oui, absolument. Et c'est terrifiant parce que ça arrive. Je pense qu'il faut être optimiste. C'est la première fois qu'on peut avoir cette conversation dans le grand public. Alors qu'avant, moi-même, je me disais que ces gens étaient complètement cinglés de penser que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Évidemment, les gens sont fondamentalement bons et je crois toujours que les gens sont fondamentalement bons, mais je ne crois pas que les gouvernements le soient. Et je pense que, d'une certaine manière, l'ancienne garde est en train de perdre le contrôle et ils deviennent de plus en plus désespérés dans leur volonté de contrôle, ce qui conduit maintenant à plus de révélations sur qui ils sont vraiment. Mais j'ai constaté, et je ne sais pas si on l'a sous la main, mais en parcourant cette histoire, je n'arrêtais pas de me demander combien de fois le thème du trafic sexuel d'enfants peut-il revenir? En enquêtant sur Charlie Kirk, ça n'a aucun sens pour moi. Qu'est-ce que Turning Point USA, en réalité? Quelle était la question à 1 million de dollars? C'est oui, Bibi. Netanyahou a fait une proposition à Charlie Kirk pour faire passer Turning Point à un niveau supérieur. C'est Andrew Colvett qui me l'a dit. D'accord? Ce n'est pas un quelconque théoricien du complot. C'est le porte-parole de Turning Point USA. Oui, cela a été confirmé par quelqu'un dans l'entourage personnel d'Andrew Colvett. Qui a dit ça? Quand c'est arrivé, Andrew a dit qu'il avait perdu de l'argent. Mais la question à 1 million de dollars, c'est en échange de quoi? En échange de quoi, Bibi Netanyahou allait-il faire passer Turning Point USA au niveau supérieur? Et honnêtement, je ne connais pas la réponse. Je ne connais pas la réponse. Je pense que certaines des fuites au sein de TPUSA, je pense qu'ils connaissent la réponse. Et peut-être qu'ils ont trop peur de le dire. Ouais, eh bien, tu ferais mieux d'en être sûr parce que Charlie était vivant et maintenant il ne l'est plus. Droite. Exactement. Nous allons faire une petite pause et passer le relais à quelques sponsors. Nous revenons tout de suite. Bon, les amis, de nouvelles recherches révèlent quelque chose de déchirant. Plus de 7 millions de femmes américaines souffrent d'une détresse émotionnelle grave et durable après un avortement. Chagrin, flashbacks et un regret silencieux qui souvent ne disparaît jamais. Preborn est témoin de cette souffrance de première main dans les milliers de cliniques qu'ils soutiennent. Mais l'espoir existe. Quand une femme voit son bébé à l'échographie, tout change. Les chances de survie doublent. Pour 28 $, parrainer cet examen et offrir une vie de bénédiction. C'est cela, un vrai système de santé. Preborn est en première ligne, offrant des échographies gratuites, un accompagnement compatissant et un soutien centré sur l'Évangile aux jeunes mères en situation de crise. Ils sauvent des bébés, ils guérissent des cœurs et ils rendent la maternité possible. Si, comme moi, vous croyez que chaque enfant compte et qu'aucune femme ne devrait traverser cette épreuve seule, alors rejoignez-moi aujourd'hui en parrainant une échographie. Pour faire un don, composez le dièse 250 et dites le mot-clé bébé ou rendez-vous sur preborn.com/Candice. Encore une fois, c'est preborn.com/Candice. Je vous rappelle aussi la marque de soins de la peau Nimi. Vous savez, je les adore. Quand on me demande pourquoi je reste fidèle à cette marque, ce n'est pas seulement pour l'efficacité des produits, c'est aussi une question de détail. Je fais attention à toutes les petites choses, car c'est généralement là que les valeurs se révèlent. Et avec Nimi, on sent qu'il y a une véritable intention derrière la marque, pas seulement un discours marketing. J'ai déjà mentionné que dans chaque boîte Nimi, il y a un petit verset biblique glissé à l'intérieur. Ce n'est pas mis en avant ni ostentatoire, c'est juste un détail subtil montrant les valeurs de la marque. Cette constance compte pour moi, surtout face aux marques superficielles qui cherchent à se réinventer. Je refuse les produits déconnectés de mes valeurs. Nimi Skincare est une marque clean. Fabriquée aux États-Unis, c'est fondé sur des principes solides.
Je veux des soins sans compromis qui s'adaptent à ma vie. C'est pourquoi je choisis Nimi Skincare. Plus d'infos sur nimiskincare.com avec le code CANDACE10 pour 10% de réduction. Votre allié soin de la peau. Visitez nimiskincare.com dès aujourd'hui. Et je voulais aussi vous parler du nouveau film Melania des studios Amazon MGM. Melania est un nouveau film qui vous plonge dans les 20 jours précédant l'investiture présidentielle de 2025 à travers les yeux de la première dame elle-même. Alors, plongez dans son univers alors qu'elle orchestre les préparatifs de l'investiture, gère une transition et ramène sa famille dans la capitale du pays, la plus grande scène de l'histoire sur le plus grand écran, Melania, uniquement au cinéma le 30 janvier. Très bien, il faut qu'on passe à Dave Rubin parce que, laissez-moi vous dire, je ne peux pas. En fait, si, je peux le croire. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que je raconte? Je suis maintenant pleinement conscient de ce qu'est le sionisme et à quel point c'est un cancer. Et il faut, en gros, se comporter comme un psychopathe pour être sioniste. Et je pense que ça rend les choses beaucoup plus faciles pour certaines personnes. Je veux dire, je crois est-ce qu'il a fait une partie de ses études à Jérusalem? Barry Weiss, je crois, a fait une partie de ses études à Tel Aviv. Ouais. Et donc, tu commences à réaliser qu'ils ne peuvent en fait pas avoir de relation. Les sionistes ne peuvent avoir aucune relation significative avec qui que ce soit parce que pour eux, la chose ultime, c'est de savoir si tu vas soutenir Israël ou non. Peu importe quoi, même quand ils font exploser des enfants. Et pour moi, c'était une décision morale très facile de dire non, tu ne peux pas massacrer des enfants. Et c'est ce que je leur ai fait. Donc, si tu veux vraiment savoir ce qui rend les sionistes fous à mon sujet, c'est que j'ai travaillé avec eux tous. J'ai travaillé à Prager University. J'ai travaillé au Daily Wire. J'ai travaillé avec Dave Rubin. En fait, c'était l'une des toutes premières émissions que j'ai faites. Ils me connaissent tous et ils n'ont rien de mal à dire sur moi. C'est ça qui les rend fous. Je m'en suis rendu compte. Ils n'ont rien de mieux à dire sur moi. Alors, ils sont obligés d'inventer des trucs, non? Marissa Strait travaille à Prager University, la PDG, avec qui j'étais très amie et proche, travaille sur un documentaire. Je crois que le nom de ce gars est littéralement Chabos, et pas Chabos. Quelque chose en baume. Et je sais que j'ai l'air d'être un peu raciste, mais je te jure, c'est genre Kestenbaum ou quelque chose comme ça. Tu as intérêt à bien retenir ce nom. Non, je vous le promets. C'est Shabbat. Je suis tellement authentique. Oui, Shabbat. 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 Kestenbaum. Et il va partout en disant que ça va être une attaque en règle contre Candace Owens. Et c'est sur ce nouveau point qu'elle se concentre à l'Université Prager, qui est censée sensibiliser les gens au principe du libre marché. Je suppose que non. Elle a fait tomber le masque. Ben Shapiro, qui ça? C'est tellement insignifiant, ça n'a même pas d'importance. Mais tu pourrais facilement dire, oh, elle a été méchante avec... Non, ils n'ont aucune histoire. J'ai travaillé dur et j'ai été loyale envers les entreprises pendant que j'y étais. Genre, j'ai été une bonne amie pour ces gens. Et donc, Dave Rubin commence sa matinée aujourd'hui en choisissant la violence sioniste. Et cela montre à quel point ils sont mesquins. Juste pour planter le décor, il tweet qu'il garde ça pour lui depuis très longtemps. Mais cette fois où je suis allée dîner chez lui et que je lui ai dit que je détestais Charlie Kirk. Et en plus de ça, je me suis plainte non seulement de Charlie Kirk, mais aussi de Jared et Ivanka. Pour ce qui est de Charlie Kirk, je n'ai littéralement aucune idée de ce dont il parle. J'ai demandé à mon mari, il n'a absolument aucun souvenir qu'on ait même parlé de Charlie Kirk. Concernant Jared et Ivanka, je m'en souviens très bien parce que c'était une blague très légère. Et vous savez, il était une fois, Dave Rubin essayait de se faire passer pour un comédien et on pouvait plaisanter avec lui. Et il a dit qu'il était récemment allé chez Jared et Ivanka parce qu'ils avaient déménagé à Miami. Et il m'a demandé ce que je pensais de Jared et Ivanka. Je lui ai donné mon avis honnête. Je ne sais pas quoi penser d'eux parce qu'ils sont trop parfaits. Ils feignent l'amitié envers tous, à gauche comme à droite. Avec les autres, ils paraissent parfaits. J'ignore leur fond de pensée. Une couche reste impénétrable. Il a ensuite fait une blague qui était vraie, disant que lorsqu'il est allé chez eux, tout était tellement parfait et impeccable. Et il est entré, l'enfant jouait du Beethoven au piano, et c'était très drôle. C'est ça. C'était notre conversation. J'en ai ri aujourd'hui. Il est en train de tweeter. J'étais en train de râler contre Jared et Ivanka et que je déteste Charlie Kirk. Et c'est lui qui, à l'origine, a été contrarié quand j'ai dit que le génocide est toujours mal. C'était comme Dave Rubin a répondu et a dit « Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu faire une telle déclaration? » Et ça m'a tellement mis en colère parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas chez Dave Rubin. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas chez Dave Rubin. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas chez Dave Rubin. Je veux dire, tu pourrais ouvrir ce sujet et en parler pendant des jours. Je
trouve ça intéressant qu'on ait le droit d'être pour ou contre l'avortement et qu'il t'accepte. Je veux dire, il pourrait te dire « Je ne suis vraiment pas du tout d'accord avec toi ». Mais au final, tant que tu votes républicain et que tu soutiens la tête de liste, ça leur ira. Tu peux ne pas être d'accord sur les baisses d'impôts. Tu peux ne pas être d'accord sur beaucoup de questions de politique étrangère. Mais tu ne peux pas être en désaccord sur la question d'Israël. Tu ne peux tout simplement pas. Tu dois soutenir à 100% le gouvernement laïque, peu importe qui est au pouvoir à ce moment-là, tout le temps. Ou alors, vous êtes mis de côté et on ment sur vous. Et je ne crois pas une seconde que Dave Rubin serait resté les bras croisés pendant des années sur une histoire comme celle-ci vous concernant. S'il l'avait eu, s'il l'avait su et ne l'avait pas mentionné jusqu'à présent, je n'y crois pas. Ces circonstances ne sont pas crédibles. Penser que d'autres y croiront prouve qu'il sait que les gens vous détestent et croiront n'importe quelle critique sur vous. Ils sont tout simplement à court d'arguments. C'est aussi ce que cela montre. Tu vas à un dîner amical où tu as lancé une blague sur les enfants d'Ivanka. Je n'ai rien de mal à dire sur Jared et Ivanka. Comme je lui ai dit, ils ont toujours été très gentils avec moi. Je ne sais tout simplement pas ce qu'ils croient réellement. Ils sont juste parfaits et tout le monde est censé les apprécier. Mais aussi, Jared a dirigé la Maison-Blanche pendant 4 ans. J'ai déjà dit tout ça dans mon émission, mais le présenter et le réintroduire comme si c'était quelque chose de mal, c'est ça le problème. Et je veux vraiment le dire parce qu'ensuite, il a publié une photo de moi voilà à quel point il est méchant. Il publie une photo de lui et moi et il dit « Tant qu'on y est, nous voici chez Peter Thiel à Los Angeles. » Étrangement, elle ne m'a jamais mentionné qu'il était un cyborg humanoïde. Et donc, l'idée ici, c'est qu'elle essaie de faire croire que je suis un imposteur parce que j'ai parlé de Peter Thiel et je ne me souviens plus de quelle année il s'agit. Je ne m'en souviens vraiment pas. C'était en 2018 parce que c'était le voyage où je suis allée voir Kanye, non? Je suis allée voir Kanye. C'est pour ça que je porte la même tenue que quand Charlie et moi y allons à pied. Et Eric Weinstein était là. Et je ne me souviens plus s'il était venu avec Kanye ou quel était le contexte. Il a ensuite dit « Allons chez Peter Thiel ». Je ne connais pas Peter Thiel, vraiment pas. Donc je l'ai rencontré à sa maison de LA. Il organisait une fête ou quelque chose comme ça. Ce fut une journée tout à fait unique. Je n'ai jamais rencontré Kanye ni Peter Thiel. Et il donne un peu l'impression d'être un imposteur, je suppose. C'est le sentiment qu'il essaye de faire passer. Alors on se dit « OK, fraude, mettons les choses au clair. J'ai rompu avec Dave Rubin car il m'a mis très mal à l'aise, me faisant voir en lui un prédateur sexuel. D'accord. Je le jure devant Dieu, c'est arrivé. Main à Dieu. Dave Rubin a embauché une personne qui travaillait avec moi dans mon équipe, mais pas exclusivement pour moi, à l'Université Prager. Et ça, il était très jeune. Si je devais deviner, il avait 18 ans. Il avait peut-être 19 ans, il était jeune, il débutait tout juste, et il était prêt pour la prochaine étape de sa carrière. Il a alors décidé de déménager à Miami pour travailler pour Dave et son mari. Et quand Dave m'a dit ça, encore une fois, j'étais évidemment très naïf à l'époque sur beaucoup de choses. Si vous remontez dans le temps, vous pouvez même me trouver pas vraiment sûr de mes idées sur le mariage gay, l'avortement, tout ça. Donc il nous dit « Oh, on est amis. On va l'embaucher. » Et c'est tellement fou. Il vient d'une famille chrétienne très stricte et ses parents ont peur qu'il vienne travailler pour 2 homosexuels à Miami. Et j'ai dit « Alright, c'est tellement ridicule. Qu'est-ce qu'il pense qu'il va se passer? » Tu sais, avance rapide, avance rapide. Je revois Dave Rubin, encore une fois, main sur le cœur. Et il dit à mon mari et moi que lui et son mari, et je te le dis, ce gamin était extrêmement timide. Un de ces enfants qui rougit très facilement, juste un enfant timide, simplement un enfant timide normal. Et il a dit, on pense qu'il est secrètement gay. Et donc, on l'encourage, tu sais, à juste expérimenter, à essayer de sortir avec un garçon ou voir si c'est vraiment ça. On pense que c'est pour ça qu'il est si timide. En gros, il diagnostique ce jeune homme comme souffrant d'homosexualité refoulée parce qu'il est timide. D'accord? Je ne sais pas. Est-ce qu'il se rend compte que personne ne pense comme ça? L'idée que je m'immisce dans la vie privée de mes employés pour savoir s'ils sont vierges, s'ils ont couché avec des hommes ou des femmes, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une façon de penser normale, d'accord? Ce qui finit par arriver, c'est qu'il dit ensuite qu'ils l'ont poussé ou soutenu, pas forcé, mais vraiment poussé et poussé, à sortir avec un garçon et à avoir son premier baiser. Peu de temps après, le gamin a démissionné et a déménagé, si je ne me trompe pas, au Texas. Et je le suis. J'étais très content qu'il ait fait ça parce qu'il était très évident pour moi qu'ils étaient en train de le conditionner à penser qu'il était homosexuel. Parce qu'il était probablement juste un gamin timide et inexpérimenté. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'être ami avec Dave Rubin. Je n'ai jamais partagé cette histoire jusqu'à ce que l'audace de cette personne qui m'a raconté comment il avait pris de la drogue avec Peter Thiel me pousse à le faire. Et aussi, tu veux parler d'être un mauvais ami. Que dire du fait
Dave Rubin. Aussi, tant qu'on y est, désolé pour ce coup de gueule, il faut que je sorte ce Kanye, qu'il se plaignait d'être tellement radin, d'accord, que c'était l'une des raisons pour lesquelles lui et Charlie se sont brouillés. Et on va y venir dans un instant. Il aime vivre au-dessus de ses moyens, et il m'a dit qu'il avait besoin de 5 millions de dollars pour acheter une maison dans un quartier chic. Alors il est allé voir son ami, le milliardaire Peter Thiel, et lui a demandé 5 millions de dollars. Et ils ont rédigé ça comme un prêt relais ou quelque chose comme ça. Donc ce n'était pas comme s'il allait avoir l'argent, mais ça allait être un prêt relais. Peter Thiel lui offre 5 millions de dollars. Génial. Qui parmi nous? Mais Peter Thiel a ensuite demandé un pourcentage, genre, tu sais, oui, je vais te prêter cet argent, mais si je dois être la banque Thiel, tu vas payer des intérêts. Et lui, je n'arrive pas à croire que c'est un milliardaire. Pour lui, c'était une goutte d'eau dans l'océan. Il pourrait me donner les 5 millions, mais veut que je paye des intérêts. Il dénigre l'homme qui lui a prêté 5 millions. N'est-ce pas? Il lui avait prêté 5 millions de dollars, mais il disait du mal de lui. C'est la vraie raison pour laquelle j'ai rompu notre amitié, surtout avec son audace de mentir. Alors qu'il savait mieux que quiconque à quel point Charlie et moi étions proches. Il était là quand Charlie m'a embauché. Il était présent quand le tweet de Kanye a eu lieu à cause d'un événement auquel nous étions tous les trois. Il savait mieux que personne que Charlie et moi étions amis et que nous sommes restés amis jusqu'au bout. Et il ment publiquement parce que je ne veux pas soutenir Israël. Il veut les aider à gagner. Le fantôme de Charlie Kirk, alors qu'en réalité, les opinions de Charlie sur Israël ont changé. Au cours de l'année écoulée, elles avaient évolué en raison des pressions exercées sur lui par les donateurs. Pour contrôler ce qu'il disait et pensait et qui il pouvait inviter à ses propres événements et râler. Je veux juste savoir quelle part de ces 5 millions de dollars il a utilisé pour acheter ces garçons qu'il... Sérieusement. Et je suis une si bonne amie que lorsque tout ce débat faisait rage, j'ai dit « Si j'ai quelque chose à dire à Dave, je le dirai directement à Dave. » Parce que c'est leur culture, la culture sioniste de brûler ses amis. Je veux dire, Meghan l'a décrit avec elle et Ben. Elle a dit « 1 minute, il m'envoie un texto en disant qu'on sera toujours amis. » La minute d'après, je lève les yeux, il est sur scène et il m'interpelle, m'insultant de tous les noms. Ils font juste ça si tu n'es pas d'accord avec eux à propos d'Israël. Je n'ai rien fait de mal à Dave Rubin, à part être en désaccord avec lui sur le sujet d'Israël. Ouais. Et si tu ne le crois pas, il a servi du poulet parmesan? Pour une raison quelconque, c'est lié. Ouais. Mon mari lui a préparé du poulet parmesan. Oui, c'était bon. Je n'ai rien de mal à dire sur le poulet parmesan. Excellent poulet parmesan. Mais j'ai des choses à dire sur toi et la façon dont tu m'as traité parce que je ne veux pas me soumettre à Netanyahou. Je me fiche des liens de ta famille. Je m'en fiche. Vous vous comportez tous comme une mafia. Je pense que c'est une mafia. Je pense que c'en est une aussi. Je veux dire, et je pense que c'est là qu'on touche le fond du problème. C'est une famille. C'est un grand, tu sais, comme disait George Carlin, c'est un grand club et tu n'en fais pas partie. Il y a une famille et nous n'en faisons pas partie. Pas. Juste pas dedans. Et on ne le comprendra jamais parce qu'on n'en fait pas partie. On n'est pas né dedans. On ne l'est pas. On ne nous a pas demandé d'en faire partie. Et donc, dans la mesure où tu es prêt à rester en marge et à le soutenir, alors tu es utile. Et le jour où tu n'es plus prêt à le soutenir, tu n'es plus utile. C'est ça. Et c'est effrayant parce que tu te demandes combien de personnes, ce qu'elles vivaient réellement. Je repense à des gens qu'on croyait fous. Et grâce au courage de Kanye qui a révélé les messages avec Harley Pasternak, tu te rends compte que c'est la même secte. Et ils veulent te contrôler, ils veulent te posséder, ils veulent te rendre fou. Ils veulent que tout le monde finisse comme Britney Spears et faire semblant que tu as eu une sorte de crise mentale, ce que je pense qu'ils essayaient de faire avec moi. Je te garantis que c'est encore ce qu'ils essaient de faire avec toi. C'est ça. Comme ils faisaient, quelqu'un doit nous enlever nos enfants Ouais. parce qu'ils ne soutiennent pas Israël. Non, c'est ça. C'est le début. Je veux dire, ça va continuer contre toi. Je suis d'accord. Ça ne s'est jamais arrêté. Il y a eu un assaut incessant. Et comme on peut le voir avec le Daily Wire, c'est exactement comme l'expérience de vouloir quitter une secte. Et à propos de ça, Trump, passons à ce titre, Jérusalem Post. Le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, est impliqué dans la démarche de Trump pour le Groenland. C'est parti. Donc on se demandait tous, pourquoi parle-t-on autant du Groenland? Pourquoi le Groenland est-il soudainement si à la mode? C'est vrai. Quelles étaient tes impressions à ce sujet? Mes impressions étaient exactement ce que tu viens de montrer. S'il n'y a pas un certain intérêt financier pour un donateur ou un soutien quelconque, Trump n'a rien montré. C'est intéressant qu'on parle de ça le jour du premier anniversaire de son investiture pour Trump aussi. Je veux dire, les gens ont oublié qu'il est déjà en fonction depuis 1 an. C'est assez choquant. Mais s'il n'y a pas un certain intérêt pécuniaire pour un donateur ou un soutien, il n'a pas montré de volonté de le faire.
Et ça, c'est tellement différent de Trump 1. Je veux dire, Trump 1, c'était, tu sais, il a fait beaucoup de choses très impopulaires. Il a essuyé beaucoup de critiques et d'attaques. Il a subi beaucoup de pression. Il ne fait pas ça cette fois-ci. Et en conséquence, on voit beaucoup de soutien de la part de personnes qui se sont opposées à Trump pendant la première administration. Je veux dire, ils se sont vraiment opposés à lui, ont essayé de le mettre en prison, ont tenté de le destituer, ont essayé de l'impeacher. Et maintenant, ils restent en retrait en se disant, tu sais, cette politique étrangère n'est pas si mal. Je ne sais pas si tu as remarqué. Je me dis, ah non, ce n'est pas la personne qu'on veut dans notre équipe. Ce n'est pas pour ça qu'on s'est battu. Ce n'est pas pour ça qu'on a traversé l'enfer en 2016 et en 2020. Pas pour que Trump puisse prendre le Groenland pour un donateur. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe avec Trump? Pourquoi ce revirement soudain de America First à esclave sioniste? Je pense qu'on peut remonter jusqu'à Butler, en Pennsylvanie. Je pense vraiment qu'on peut remonter jusqu'à Butler, en Pennsylvanie. Et je ne sais pas s'il a regardé la mort en face et que ça lui a juste fait penser « je ne veux pas faire ça ». Je ne suis pas prêt à mourir. Je ne veux pas que mes enfants traversent ça. Ça, c'est un peu l'explication innocente, à mon avis. L'explication plus sinistre, c'est « et on t'a combattu à chaque étape ». Si cette fois on ne refait pas la même chose, non seulement on ne te combattra pas, mais on rendra toi et tes enfants incroyablement riches. Je veux dire, tu es déjà riche pour plusieurs générations, on fera de toi un roi. Funérailles nationales, tout le monde va t'adorer. Tu seras célébré dans des pays du monde entier comme un véritable héros unificateur de toute l'humanité. Mais tu dois faire absolument tout ce qu'on te dit. Absolument tout ce qu'on te dit. Donc c'est soit un motif basé sur la peur ou un motif basé sur la fierté. Mais à mon avis, ce n'est plus un motif fondé sur l'intérêt des États-Unis. Je veux dire, je pense que ce train est déjà parti. C'est le cas, c'est le cas. C'est embarrassant pour ses partisans, l'idée vendue de le suivre en disant quoi? On dirait une infiltration. On le voit, c'est tellement évident. De toute évidence, oui, que la foule, le mouvement populiste n'est plus représenté par Trump. Maintenant, tous ceux qui faisaient partie du mouvement Never Trump soutiennent Trump. C'est ça. Je dis que Trump est devenu Never Trump. Oui, Ben Shapiro disait à l'écran, sa politique étrangère est géniale. Je ne sais pas si tu as remarqué. Je me dis, c'est bien ça le problème. Je n'ai pas voté pour la politique étrangère de Ben Shapiro. Je ne veux pas de la politique étrangère de Ben Shapiro. C'est là que je trace la limite. C'est surtout sur la politique étrangère. Je me fiche un peu de ce que vous faites sur le plan intérieur. Je veux juste qu'on ne m'implique pas dans toutes ces guerres. Et dans la mesure où tu le fais, je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas que je veux que Trump échoue, parce que ça voudrait dire que les États-Unis échouent. Je ne veux pas que Trump échoue. Je veux que Trump réussisse de façon spectaculaire. Mais je veux qu'il réussisse de façon spectaculaire sur les principes pour lesquels il s'est présenté lors de 3 élections consécutives. Et il ne le fait pas. Non. Regarde l'autre option. Et c'est pour ça que je me suis en quelque sorte retirée de cette dialectique fausse. Je suis complètement sortie de ce truc gauche contre droite. Ils en profitent. Ce sont des gens qui, selon mon honnête opinion catholique, sont des satanistes contre qui nous nous battons. Et ils veulent tout. Ils veulent tout dans le monde. Ils veulent nous asservir. Et ils sont contre l'humanité. C'est vraiment ce qui se passe. Si tu es encore dans ces débats gauche contre droite, tu n'as pas la vue d'ensemble. Je refuse d'en faire partie. Je parle de cette crise de Tim Pool sur les élections de mi-mandat. Franchement, toi et tes élections de mi-mandat, vous pouvez aller vous faire voir, mon pote. OK, tu ne vas pas me faire revenir à ça, genre, cette opinion du style « Oh, je dois me battre contre la personne de gauche ou de droite ». C'est pour ça qu'on parle de ces fusillades où je me dis juste « OK, est-ce que on a tous été aveuglés par les médias, nous faisant croire qu'il faut, tu sais, exorciser un camp ou l'autre pour qu'on puisse avoir l'unité, alors qu'en réalité, c'est le vide du pouvoir ?» Eh bien, et si tu veux que je vote aux élections de mi-mandat, je l'ai dit très clairement dans mon émission. Donne-moi un chrétien qui s'engage à placer les priorités de l'Amérique en premier. Si tu ne me donnes pas ces 2 choses, je ne voterai pas pour toi. J'en ai fini de voter pour les gens qui ne sont pas chrétiens ou qui sont anti-chrétiens. Et j'en ai fini de voter pour des gens qui font passer leurs intérêts extérieurs aux États-Unis avant ceux des États-Unis. Période. Fin de l'histoire. Vous voulez gagner en 2026 ou en 2028? Donnez-moi quelqu'un comme ça. Et pour ma part, je fais l'offre. Vous venez, vous montez à la tribune et vous nous expliquez précisément pourquoi vous avez tué Charlie Kirk. Ouais, voilà ce que tu vas faire. Tu vas avouer. Oui, c'est ça, tu vas avouer ce que tu as fait. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Pour moi, il n'y a rien de plus important que l'assassinat de Charlie Kirk parce qu'il voulait qu'on le voie. Et ensuite, il voulait nous manipuler et dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous si on ne passe pas à autre chose. Il y avait quelque chose dans cet assassinat, même en mettant de côté le fait que je le connaissais personnellement, qui était tellement du genre « nanana boubou ».
On est tellement mauvais, vous ne pouvez rien contre nous. Et puis, allez, retournez travailler et votez pour nous. Oui, c'était rituel. C'était rituel. Je vais massacrer un homme innocent devant vous. Et vous allez aimer ça, et vous allez l'accepter. Et ensuite, tu vas revenir me soutenir à nouveau. Et c'est tellement dévastateur quand on te le jette à la figure. Je te le dis, là, je trace la limite. Un chrétien qui met les priorités de l'Amérique d'abord, ou je refuse. Je ne voterai plus jamais pour cette bouillie. J'en ai fini avec ça. Ouais. Et je vais te dire, les églises protestantes, les églises évangéliques, c'est certain. Elles connaissent un exode massif. C'est ce qui est montré. Je pense que c'est une bonne chose parce que je crois vraiment que tout le monde se réveille au fait qu'il faisait partie de ce sortilège. Il y a une sorte d'opération pasteur moqueur. Le masque est tombé, révélant ceci. Pourquoi ces pasteurs disent tous la même chose? Qui leur dicte ces notes? Est-ce une opération psychologique? On a ces pasteurs comme Rob McCoy qui essaient constamment de réhabiliter des pédophiles. Et ensuite, ils te regardent droit dans les yeux et te disent « Et si tu veux être sauvé, il te suffit de ne plus suivre Tucker Carlson sur Twitter. » Pardon, je suis désolé. Pourquoi, chaque dimanche, tu prêches sur Tucker Carlson et Candace Owens alors que tu invites tout cela dans l'Église? Je veux dire, c'est profond et ça remonte vraiment aux années 60. Je crois vraiment qu'on a perdu l'Amérique alors même qu'on se battait pour elle, évidemment avant que ça n'arrive. Je pense que les bolcheviks s'étaient infiltrés, c'est évident. Mais on se battait pour l'Amérique le jour où ils ont abattu JFK. Si je pouvais revenir en arrière, je dirais que c'est à ce moment-là qu'on a perdu LBJ, qui était évidemment un sioniste en train de placer ses gars là-dedans. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris le contrôle, à mon avis. Ils ont pris le contrôle de l'armée et depuis, on doit gérer les conséquences. Et si je pouvais mettre un autre point final, l'assassinat de Charlie Kirk, c'est le moment où la société s'est réveillée. Je pense que c'est différent. J'ai eu cette question hier soir, ou c'était il y a quelques nuits, dans mon émission, peu importe quand c'était. On a parlé de ce qui est différent cette fois-ci. En quoi cette enquête diffère-t-elle? Pour d'autres événements comme le 11 septembre, on a accepté leur version. 2 tours se sont effondrés à la vitesse de la chute libre. C'est terrible. Allons faire la guerre en Afghanistan. Tout le monde disait « Ouais, faisons ça ». Non, il a fallu des années avant que les gens s'arrêtent et se demandent « Est-ce que, d'un point de vue d'ingénierie, ça a vraiment du sens ?» Tu sais, et Oklahoma City, et on continuait encore et encore. Mais tout à coup, c'était tellement flagrant, c'était tellement exagéré, c'était tellement satanique. C'était un tel massacre d'une personne innocente que les gens se sont dit « Non, je ne vais pas passer à autre chose cette fois. On va résoudre celle-ci. On reste sur celle-ci. On vous oblige à rester sur celle-ci. » Et en restant dessus, nous avons découvert des problèmes d'argent, potentiellement des affaires de trafic, toutes sortes de choses. Voici comment ces organisations sataniques infiltrent, tu sais, les organisations bienfaitrices. Je pense que Charlie était un bienfaiteur. Il voulait rendre le monde meilleur. Eh bien, ils ne te laisseront pas faire ça, ils ne te laisseront pas atteindre cet objectif sans l'infiltrer. En mettant des personnes horribles autour de toi, comme tu l'as dit, des gens déviants, affreux, influencés par le satanisme. Et il a fini comme il a fini. Et ensuite, ils essaient de le transformer en figure messianique et ils disent « Oh, qu'est-ce que tu veux dire? » Il a choisi des gens autour de lui qui ne l'étaiment pas. Oui, bien sûr, tout le monde peut tomber dans ce piège. C'est tellement évident. Tu te moques de moi? Prends la Bible, c'est vieux comme le monde. S'entourer de gens mal intentionnés n'est pas une théorie du complot. C'est du bon sens. Et oui, je le connaissais personnellement. Charlie était naïf sur certains points. Je ne faisais pas confiance à certains dans cette organisation. Mes messages le prouvent. Je me suis emporté contre lui et Tyler Boyer par écrit. En relisant, j'ai réalisé mon agressivité envers Shaper Security. Oui, je l'ai par écrit. Ils peuvent vous le dire. Mon instinct m'a toujours porté sur les gens. Je ne le sentais pas. J'ai dit, je ne fais pas confiance à ces gens. Et je lui ai crié dessus, ainsi qu'à Tyler Boyer lors d'une conversation à ce sujet. Et maintenant, nous en sommes là, et j'enquête sur Shaper Security et les origines de Dan Flood, et tout me semble très louche à ce sujet. Et j'ai vraiment l'impression qu'il a été complètement manipulé depuis qu'il était jeune, en remontant au programme pour élèves doués et à l'endroit où il a été placé. Et j'appelle ça son école à frais élevés, qui s'appelle maintenant Quest Academy. Et maintenant, elle portait un autre nom à l'époque où Charlie y est allé. Mais il y a un aspect ici où je pense que l'armée cherche en réalité à repérer des enfants surdoués, à les soumettre à des tests et à voir s'ils peuvent en faire des armes d'État. Et si ces enfants sont brillants, alors ils peuvent se dire « En fait, je n'ai pas envie de servir l'État profond. » De mauvaises choses peuvent alors leur arriver. C'est C'est un peu particulier en Amérique que nous ne suivions pas les gens à la trace.
Je veux dire, on dit qu'on ne suit pas les gens à la trace, qu'on les laisse en quelque sorte choisir leur propre destin. J'étais récemment à un mariage et je parlais avec une fille assise à côté de moi. Elle venait d'Allemagne et elle me disait qu'en Allemagne, vers 6 ou 8 ans, on te dit déjà un peu où tu vas aller dans la vie. Et tu suis cette voie. Si tu ne réussis pas certains niveaux, tu restes coincé sur cette voie et c'est le plus haut que tu puisses atteindre dans la vie. Et si tu obtiens de meilleurs résultats, tu es sur une autre voie et c'est le plus haut que tu puisses atteindre dans la vie. Donc, c'est un peu étrange qu'en apparence, les États-Unis prétendent ne pas faire ça. Il n'est pas surprenant que tu commences à découvrir qu'en réalité, ils le font peut-être dans certaines circonstances limitées, avec certaines personnes vraiment très intelligentes. Oui, je pense que c'était tout à fait la situation, et nous allons en découvrir davantage à ce sujet. Je voudrais aussi dire quelque chose d'autre qui m'a paru étrange, et je ne veux pas que les gens deviennent fous à ce sujet. Mais lorsqu'ils ont organisé Amfest et qu'Erika est venue, ils ont diffusé un enregistrement audio de Charlie disant qu'il voulait qu'Erika prenne sa relève. Et cela m'a intriguée, parce que si tu as l'audio, tu devrais aussi avoir la vidéo, non? Est-ce que je suis fou de penser ça? Devrait-on avoir la vidéo? Eh bien, dans un monde dominé par l'IA, peut-on vraiment faire confiance à cela, même si tu avais la vidéo? Parce que c'est tellement contradictoire avec tout ce qu'il a dit. Chaque fois qu'ils sont dans une pièce ensemble, à chaque podcast, dès qu'il s'agit d'une femme qui travaille à l'extérieur avec de jeunes enfants, son opinion de base est « à tout prix, s'il te plaît, ne le fais pas si tu n'es pas obligé ». Mais ce qui est intéressant, c'est que leur version a toujours été que, s'il lui arrivait quoi que ce soit, ils voulaient qu'Erika prenne la relève. Et laissez-moi vous dire pourquoi cela me paraît soudainement étrange. Parce que dans ce scénario, votre premier réflexe, c'est de se demander qui va s'occuper des enfants. Donc, tu es en train de dire que ce qu'il voulait, c'était que si jamais il m'arrive quelque chose, je veux que mes enfants deviennent en quelque sorte orphelins parce que je le sais. Je veux dire, Charlie savait ce qu'il fallait pour diriger une organisation de cette taille. Il était constamment sur la route. En reconstituant son agenda, il voyageait sans cesse. Ses vols à travers le pays étaient incessants. Il se dit alors, s'il lui arrivait malheur, il voulait que ses enfants aient non pas seulement un parents perdus, mes 2 parents perdus, et qu'ils soient en fait élevés par des nounous. Je vais vous dire, ça m'a vraiment paru étrange, et je ne l'ai jamais révélé auparavant. Je n'ai pas eu d'opinion particulière sur cette déclaration concernant Erika qui prendrait la relève. Je pensais qu'autrefois, il disait « Elle est super intelligente », et il disait souvent « Oh, elle est vraiment intelligente, peu importe ». Il faisait d'excellents commentaires à son sujet. Mais cela m'a paru étrange parce que lorsque je me suis assis avec Erika, je n'avais rien dit dans mon émission à propos de cette déclaration. Et ils avaient préparé une réponse à une question que je ne posais pas, c'est-à-dire qu'ils avaient une version imprimée d'une transcription. Et ils ont dit, eh bien, voici la transcription du moment où Charlie a dit, voici ce qu'il a dit à propos de vouloir qu'Eric reprenne. Et j'ai un peu balayé ça d'un revers de main. J'ai dit, ce n'est pas quelque chose que j'ai évoqué dans mon émission. Je n'ai pas besoin de preuves pour une affirmation que je n'ai pas faite. Et puis soudain, je me suis dit, attendez une seconde, c'est un peu étrange que vous apportiez une preuve pour une affirmation que je n'ai pas faite, ce qui veut dire que c'est dans votre esprit, pas dans le mien. Alors j'ai posé un peu plus de questions à ce sujet et j'ai demandé, eh bien, quand a-t-il dit ça? Et ils l'ont dit en août. C'est plutôt intéressant. Wow. Et j'ai demandé, c'était chez Bill Ackman? Et ils ont répondu que non, c'était lors d'une retraite de donateurs à Aspen. J'ai donc cherché à retrouver cette retraite de donateurs à Aspen et j'ai essayé de deviner quand cela s'était produit. Et je l'ai quelque part sur mon fil d'actualité. J'abandonne, mais cette retraite des donateurs à Aspen a bien lieu. Et je découvre qui participe à cette retraite de donateurs à Aspen. Et je tends la main. Et ensuite, ils ont allégué que c'était une question que quelqu'un avait posée. Et ont demandé, que se passe-t-il si vous mourrez? Au gala, personne ne demande. Et si tu meurs? C'est morbide. Pourtant, il est mort un mois après. Et j'ai demandé à cette personne, hey, tu te souviens de ça, de cet événement? La personne a répondu non. Nous avons interrogé une autre personne qui était à cet événement à Aspen. Et j'ai dit, hey, tu sais, c'est soi-disant lors de cet événement que cette question a été posée. Et maintenant, je suis aussi en mesure de savoir qui était le donateur qui a posé la question, d'ailleurs. J'aurai bientôt cette information pour vous. J'aimerais contacter ce donateur. Te souviens-tu que Charlie ait dit que s'il lui arrivait quelque chose, il voulait qu'Erika prenne la relève? J'ai eu un autre nom. Très petit groupe exclusif de donateurs à Aspen en août. Et jusqu'à présent, 2 ne s'en souviennent pas. Charlie disant cela. Si tu as 31 ans et que quelqu'un te demande ce qui va se passer quand tu mourras, ces gens ont l'intention de te faire du mal.
Je ne peux pas voir ça innocemment. Au contraire, ce dont une personne se souvient, ce qui semble bien plus sensé, c'est que pendant la conversation de Charlie, il disait comment Turing Point allait se développer. On demande « Comment feras-tu » Tu es seul. Il bâtissait une vision typique de ces événements pour donateurs. Voici où nous en sommes. Voici ce que nous voulons faire et développer. Apparemment, Charlie a sagement répondu « C'est pour ça que j'embauche des gens pour gérer ceci et cela. » Personne ne s'en souvient. Jusqu'à présent, je n'ai demandé qu'à 2 personnes qu'il ait dit « Si je meurs, je veux qu'Erika prenne ma place. » Ça aurait été tellement hors de son caractère. Parce que, encore une fois, dans toutes ses déclarations publiques, ça n'a jamais été sa position. Chaque déclaration publique, sans exception. Regarde son podcast personnel. Regarde les interviews auxquelles il a participé dans les podcasts ou émissions de radio d'autres personnes. Il parle tout le temps, vous savez, du fait qu'une femme travaille en dehors de la maison. Il dit, tu sais, quand ils ont de jeunes enfants, ce n'est probablement pas la meilleure idée. Ce n'est pas le bon moment pour le faire. Élevez vos enfants. Ce serait tellement hors de son caractère de dire « Oui, en fait, je veux qu'elle reprenne mon emploi du temps de 300 jours de voyage par an. » Et à ce moment-là aussi, n'oublie pas, il subissait une énorme pression de la part des donateurs. C'est ça. Il subit des pressions et se fait crier dessus par les donateurs. Il y a, tu sais, l'affaire Bill Ackman qui se produit. Seth Dillon lui met la pression. Il y a des gens qui lui disent qu'ils vont lui retirer des millions. Et de son point de vue, il voulait que sa femme endure tout ça pendant que ses enfants se retrouvent sans parents. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis que jusqu'à présent, en essayant de confirmer l'histoire, je n'y arrive pas. Et ça me dérange parce que la chose évidente à faire, c'est de publier la vidéo. Parce que sinon, on l'a juste branché pour l'audio. C'est comme, on te branche juste pour l'audio du discours. C'est-à-dire, si tu as l'audio, tu as aussi la vidéo. Et on m'a dit qu'il y avait l'audio et la vidéo à cet événement dans les Hamptons. Eh bien, je vais dire ceci. Je ne crois plus à l'audio et à la vidéo. J'ai besoin que quelqu'un dans la salle confirme que ça s'est vraiment passé. Je vois juste, avec la révolution de l'IA, des vidéos de moi que des gens publient en disant « Oh, tu sais ?» Et je me dis « Je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas moi. » Tu sais, et c'est généralement humoristique. C'est drôle. Mais quelqu'un pourrait voir ça et dire « Oh, Baron Coleman a dit ça ?» Et je me dis « Non, en fait, je n'ai jamais dit ça. » Je vais continuer à interroger les gens présents à cet événement pour voir si quelqu'un acceptera de le confirmer officiellement. Mais je pense qu'il leur incomberait de le rendre public. Ça aurait pu arriver. Est-ce que cela a été évoqué à New York lors de la retraite dans les Hamptons? On m'a dit par Erika que c'était à Aspen. Oui. Tu vois, J'étais sous l'impression. Que se passe-t-il quand tu meurs? La question venait des Hamptons. oui, parce que les gens savaient que c'était en août, et donc en réalité, personne ne savait qu'il y avait eu cet événement pour les donateurs à Aspen. Et je peux en fait te donner les dates. Ça a vraiment beaucoup de... Sens parce que tu entends. Hé, un groupe de donateurs en août. C'est quoi ça? Scott? Du 15 au 17 août, donc moins d'un mois avant sa mort. Je veux dire 3 semaines. Oui, Si j'étais le FBI, qui a demandé ce qui se passerait à sa mort? On ne demande pas à un jeune homme de 31 ans ce qu'il adviendra à sa mort. C'est une question étrange à poser à quelqu'un de 31 ans. Les gens de 31 ans ne tombent pas morts comme ça. Ça n'arrive tout simplement pas. pendant son entraînement avec Mikey, il disait « S'il se passe quelque chose, pars. Marche, » Cours. Il faisait des répétitions. Tu parles de l'incroyable. Il faisait des exercices. et Charlie disait Genre 1, 2, 3, vas-y, vas-y. Et Mikey répétait, tout simplement. Tu sais, complètement, c'est ça, c'est exactement ça. Ça devient juste de plus en plus long. Ça devrait carrément être un livre intitulé Tout ce que Charlie voulait vraiment, à coup sûr, et a demandé dans le cas de cet assassinat tragique, jamais vu auparavant. Et je n'aime pas le fait qu'on nous dise que nous devons croire, tu sais. D'abord, ils allaient dire que j'étais un menteur, puis ils ont dû confirmer que c'était vrai. Que Charlie a envoyé un message non seulement à Andrew Cohen, mais aussi à Dan Flood la veille au soir, disant qu'il craignait d'être assassiné. Mais n'aurait-il pas aussi, n'en aurait-il pas parlé à sa femme? Elle ne savait pas qu'elle avait son téléphone. Admettons que ce soit vrai. Peut-être ne voulez-vous pas que votre femme porte ce fardeau, qu'elle partage vos craintes, et préférez-vous en parler aux services de sécurité et aux relations publiques. Mais même si c'est vrai, vous êtes en train de me dire qu'après son assassinat, Andrew Coleman n'a rien dit à Erika? droite. Eh bien, il y a tellement de choses étranges à ce sujet. Dan, Flood ne lui a pas dit « Eh, c'est vrai, c'est arrivé !» Il vient de m'envoyer un texto. Elle a entendu ça pour la première fois quand je l'ai dit. droite.
Eh bien, elle avait aussi la garde du collier qu'il n'avait jamais enlevé et qu'elle... C'est fou d'essayer de le retrouver immédiatement après. Il y a tellement de choses étranges à propos d'Erika et des 24 à 48 heures qui ont précédé, ainsi que des 24 à 48 heures qui ont suivi immédiatement. Tu sais, quelqu'un m'a demandé hier si tu pouvais répondre à une seule question sur l'assassinat, laquelle ce serait? Et ma réponse, quoi? Qu'est-ce qu'Erika savait? Est-ce qu'elle savait qu'il allait mourir le lendemain? Parce que je pense que la réponse à cette question est oui. À mon avis, Je pense que la réponse est oui. Ma question numéro 1 maintenant, enfin, je ne dirais pas numéro 1, mais elle est en haut de la liste, c'est cette histoire à propos de Jézébel. La personne qui a écrit l'article n'avait jamais écrit d'article et on lui a dit, genre, que Charlie était tellement inquiet et que les prêtres sont venus. C'est ce qui a été raconté à Megyn Kelly, je crois à Megyn Kelly. Elle est plutôt du genre à dire les choses franchement et que les prêtres sont venus prier 48 heures avant pour prier à propos de cet article de Jézébel. C'est nouveau pour moi parce que le Charlie que je connais, je veux dire, avec la quantité d'articles, de sorcières et de choses que les gens écrivaient tout le temps, il avait plutôt un bon sens de l'humour concernant la gauche qui écrivait des articles. Et le fait que des prêtres viennent prier à propos d'un article, ça m'intrigue maintenant. Je me dis, OK, c'est très intéressant. Et je vais vous dire la chose la plus importante que je n'ai pas encore partagée, mais je vais le faire avant qu'on passe au sponsor. Je ne devrais probablement pas. Mais bon, allez, je me sens un peu nerveux aujourd'hui parce qu'il commence vraiment à m'énerver. C'est ça, ça m'énerve. On m'attaque sans cesse car je dis la vérité. on adore quand il t'énerve, on en apprend plus. Ouais. Mais la chose numéro 1 à laquelle je pense, c'est vraiment la plus importante. Andrew Colvett. Parce que je n'avais aucune idée qu'il serait impliqué dans ce camouflage et ces mensonges après l'assassinat de Charlie. Et évidemment, j'étais en train de pleurer ouvertement au téléphone avec lui juste après. Et il m'a dressé un tableau très vivant. Dans les 48 heures qui ont suivi, nous étions au téléphone. Et il m'a raconté comment, lorsqu'il a pris l'avion, il était tellement anxieux pendant le vol. Et c'était refoulé parce que, tu sais, tout le monde lui envoyait des messages pendant qu'il était dans l'avion. Tu vois, il ne savait pas si Charlie allait bien ou pas, ou quoi que ce soit. Et puis il a dit, bon, cette anxiété, il a dit, dès que l'avion a atterri, je suis descendu de l'avion et j'ai couru dans les bras d'Erika sur le tarmac. Et il a fondu en larmes. Il a dit en gros qu'il s'est effondré dans ses bras et a pleuré parce qu'il était tellement anxieux. Leurs avions ont atterri à 1 heure d'intervalle. Donc, j'ai trouvé intéressant qu'elle ait attendu avant d'aller à l'hôpital parce que, enfin, moi, je l'aurais fait. Qui peut le dire? En fait, je pense qu'on peut dire ce qu'on ferait. On irait probablement directement à l'hôpital. Et tu sais, elle m'a dit qu'elle avait appris que Charlie était mort avant qu'il ne décolle en Arizona. Et j'y pense souvent. Pourquoi attendre 1 heure sur le tarmac? Et puis, malgré tout. Après avoir attendu qu'il atterrisse, ils sont ensuite entrés par des entrées différentes à l'hôpital. Erika est passée par l'arrière et Andrew est passé par l'avant. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans qui n'ont pas de sens pour moi. Mais l'heure d'attente sur le tarmac me dérange parce que tu es avec d'autres personnes. Tu devrais aller à l'hôpital le plus vite possible. Et pourquoi attend-on Andrew Colvett? Je dois y réfléchir. J'ai été Après 3 mois à supporter ça, j'ai enfin pu m'en débarrasser, une vraie thérapie. Je veux dire, que cela semble 4. moi, Il faut que je retourne consulter ses relevés de vol, les siens et les siens. Je les ai. Ouais. Et regardez simplement l'heure exacte. Vous pouvez également consulter les cartes. Skyler peut... nous avons le dossier complet de l'avion et tous les relevés. Tu as Flight Radar? J'étais... Fou ces relevés de vol. Voyez, Où l'avion a effectivement roulé après l'atterrissage, s'il est retourné au terminal d'aviation d'affaires situé à l'arrière ou s'il est resté dans un endroit plus accessible au public. Ouais. Public. le sien, il a atterri bien plus tard. Ouais, C'est plus qu'un... 1 heure, si je me souviens bien. Donc, c'est quelque chose que je dois... Bon sang, j'aurais aimé qu'il t'énerve. Pendant qu'on essaie de retrouver ça, on va passer la parole au sponsor. Très bien. Peut-être que vous devez des arriérés d'impôts ou que vous n'avez pas déclaré vos impôts depuis des années. Eh bien, c'est le moment idéal pour régler vos problèmes fiscaux. Avec le débat national sur l'abolition du système d'impôt sur le revenu, l'IRS contre-attaque désormais et prouve qu'elle est là pour rester en devenant plus agressive que jamais. Ils envoient en fait plus d'avis de recouvrement, déposent plus de privilèges fiscaux et collectent des milliards de plus que ces dernières années. L'IRS peut saisir vos salaires, vos comptes bancaires, votre sécurité sociale, votre retraite et même votre maison.
Si vous devez de l'argent ou si vous n'avez pas encore déclaré, la question n'est pas de savoir s'ils vont agir, mais quand. En ce moment, Tax Network USA propose un appel de recherche et de découverte avec l'IRS entièrement gratuit pour vous montrer exactement où vous en êtes. Leurs programmes et stratégies puissants peuvent vous faire économiser des milliers de dollars, voire éliminer entièrement votre dette si vous êtes éligible. Ne commettez pas l'erreur grave de vous représenter vous-même ou d'appeler l'IRS par vos propres moyens. Renoncer à vos droits peut vous coûter encore plus cher. Ils ne sont pas de votre côté. Pour être protégé comme il se doit avec Tax Network USA et commencer le processus de règlement de vos problèmes fiscaux une bonne fois pour toutes. Appelez le 1-800-958-000 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace pour votre appel découverte gratuit avec Tax Network USA. Encore une fois, c'est tenusa.com/Candace. Parlons aussi de quelque chose dont la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler, mais que nous devrions probablement connaître. Cela s'appelle le C15, un acide gras essentiel puissant dont, selon la recherche, beaucoup de personnes manquent. C'est pourquoi je prends un complément alimentaire validé par la science, conçu pour optimiser vos niveaux de C15. Cela s'appelle FATI15. FATI15 répare les dommages cellulaires liés à l'âge, protège les cellules contre de futures dégradations et active des voies dans le corps qui aident à réguler notre sommeil, notre santé cognitive et nos mécanismes naturels de réparation. FATI15 offre 3 fois plus de bénéfices cellulaires que les oméga-3 ou l'huile de poisson. Il est présenté dans un pot en verre réutilisable avec un couvercle en bambou et les recharges sont livrées directement chez vous. On nous dit sans cesse d'éviter les graisses, mais il s'avère que certaines sont en réalité essentielles et le C15 en fait partie. FATI15 a pour mission d'optimiser vos niveaux de C15 afin de soutenir votre santé et votre bien-être à long terme, surtout en vieillissant. Vous pouvez bénéficier de 15 % de réduction supplémentaire sur leur kit de démarrage d'abonnement de 90 jours en vous rendant sur FATI15.003/Candice et en utilisant le code Candice lors du paiement. Encore une fois, c'est fati15.com. /Candice et utilisez le code promo Candice lors du paiement. Je vous rappelle aussi American Financing, car vous pourriez vous inquiéter de vos prochaines factures de carte de crédit, surtout après les fêtes. Eh bien, si vous êtes propriétaire, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour appeler American Financing, effacer cette dette, éliminer le stress et vous préparer pour une année 2026 solide. La Fed a baissé les taux pour la 4e fois en décembre. American Financing peut vous aider à accéder à la valeur nette de votre maison à un taux d'intérêt dans les 5 % bas. C'est un taux bien plus bas que la moyenne des taux de carte de crédit qui dépasse souvent les 20 %. American Financing permet à ses clients d'économiser en moyenne 800 $ par mois. C'est comme une augmentation de 10 000 $ par an. Il n'y a pas de frais initiaux et aucune obligation pour voir combien vous pourriez économiser. Et ils finalisent certaines transactions en seulement 10 jours et peuvent même retarder 2 paiements hypothécaires. Alors appelez le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens, americanfinancing.net/Owens. American Financing, la maison du prêt immobilier en Amérique. C'était un peu une bombe, là. Oui, un petit peu. Je devais le dire. Je ne sais pas. Tu sais, je blâme Dave Rubin. Il m'a énervé aujourd'hui. Je suis juste fatiguée de toutes leurs attaques contre moi, alors que je dis la vérité. C'est tellement injuste dans la vie d'être une bonne personne, d'être franc, d'être honnête et de se faire attaquer. Tout le temps, sans arrêt, avec de nouvelles histoires inventées de toutes pièces, comme de simples conversations. Oh, c'est un coup de gueule. Ça en arrive à un point où tu te dis, d'accord, vous êtes vraiment de mauvaises personnes et maintenant il faut qu'on comprenne pourquoi. Pour en venir à cette histoire d'avion, et ça fait un moment que je n'ai pas regardé celle-ci en particulier, mais ce sont nos avions habituels qui sont arrivés à Provo. Le premier est arrivé à 8 heures du matin. J'ai pu déterminer que c'est celui qui est arrivé à 8 heures du matin. Il va à Provo, puis il vole directement vers Santa Barbara, atterrissant à Santa Barbara. Tout cela est à l'heure locale, d'ailleurs, à 11 ou 12 heures, puis il part pour Scottsdale. J'ai pu déterminer que c'est le gars de Irafie, ce qui pourrait... Ça a du sens. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne devrais pas dire que j'ai pu le déterminer. Je devrais dire que c'est ce qu'on m'a dit. Je pense que c'est mieux ainsi. Le N1, passons au 3e, N52DZ, celui qu'on voit, c'est l'avion d'Erika, évidemment. C'est le gros avion qui a ensuite décollé en urgence, ce qui a du sens. On comprendrait qu'ils aient décollé en urgence et ils l'ont fait. Et on sait qu'il y a un prêtre à bord. Erika Kirk est à bord. Tyler Boyer est à bord. Elizabeth McCoy est à bord. Départ à 14h19, donc oui, ça fait 1 heure et 5 minutes, et arrivé à Provo à 16h36.
Ce sont ces 2 avions que vous pouvez voir juste là. On m'a dit qu'Andrew était dans cet avion. Et cela a créé une petite incohérence pour moi, simplement parce que dans la façon dont Andrew m'a raconté l'histoire à propos de l'anxiété accumulée et sans issue, j'ai eu l'impression qu'il avait voyagé seul. Et puis on m'a dit qu'en fait, il avait voyagé avec sa femme, et je me suis dit, d'accord, c'est intéressant, parce qu'il avait donné l'impression d'être seul. C'était tout l'intérêt. Il n'avait rien à faire, nulle part où aller avec cette anxiété, et tout le monde lui envoyait des messages. Et c'est pour ça que, quand il est descendu de l'avion et qu'il a vu Erika, il a fondu en larmes, il a pleuré et tout ça. Et la raison pour laquelle je pense qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire, c'est que lorsque j'ai évoqué cela auprès d'Erika et de Justin Strife, j'ai dit, vous savez, j'aimerais savoir qui était sur ces vols. J'ai dit, pour comprendre, Aaron a mentionné l'accolade. J'ai gardé ça pour moi et j'ai demandé, Andrew a-t-il voyagé avec sa femme? Parce qu'il m'a raconté une histoire sur le fait qu'il avait de l'anxiété refoulée. Et lui, j'essaie juste de comprendre s'il a voyagé avec sa femme. Parce que pourquoi aurait-il toute cette anxiété refoulée si sa femme était dans l'avion? Ou alors, est-ce qu'il n'a tout simplement pas reconnu sa femme ou quelque chose comme ça? Et Erika était restée silencieuse, comme si elle ne savait pas si oui ou non il avait pris l'avion avec sa femme. Mais si, selon l'histoire d'Andrew, il est descendu de l'avion et a fondu en larmes, elle aurait sûrement vu sa femme. Justin Strife m'a dit, je vais me renseigner si Andrew a pris l'avion avec sa femme. Il l'a fait et a confirmé, oui, Andrew était avec sa femme. Alors, pourquoi pas Erika? Pourquoi n'a-t-elle pas pu? Pourquoi quelqu'un devait-il revenir vers moi, Erika? Et c'est quelque chose qui m'a dérangée. Je me disais, eh bien, Erika aurait dû pouvoir dire, oui, il a pris l'avion avec sa femme. Et ils sont tous les 2 descendus de l'avion parce que je les attendais sur le tarmac. Donc nous sommes constamment dans cette impasse entre les histoires d'Andrew et celles d'Erika. Et pour être honnête, je pense qu'Andrew raconte ce qu'il est censé dire au public. Parce que c'est ce que fait un porte-parole. Et je me retenais aussi parce que je voulais croire que c'était simplement une situation très stressante et que les gens avaient besoin de temps pour s'adapter. Mais il y avait plein de mensonges qui n'étaient pas si petits. Il a dit que sa femme était descendue de l'avion. Sa femme était-elle à bord? Je ne sais pas où était Andrew, ni dans quel avion il se trouvait réellement. Mais il y avait l'histoire avec le chirurgien, comme je l'ai révélé, et Andrew a tweeté cela, et Erika m'a dit en face qu'Andrew avait agi de son propre chef. Et je n'ai jamais cru ça à cause de la loi HIPAA. Tu peux dire qu'Andrew a agi seul, mais tu ne me feras pas croire qu'un chirurgien chevronné, formé sur une base de l'armée de l'air, a agi de son propre chef. C'est ça. Et il se serait simplement confié à un agent de relations publiques lors de l'assassinat politique le plus médiatisé. Et quand ma source m'a dit qu'Erika était au téléphone et que la citation venait d'Erika, et tu sais, je me suis sentie mal parce qu'ils ont dit que c'était comme si elle avait dit oh, peut-être qu'il avait un coup d'acier, tu vois, à sa femme, peut-être qu'elle essayait de donner du sens ou quelque chose comme ça. Mais c'est étrange de me mentir en face à face. C'est ça. Cette histoire que la personne proche du chirurgien m'a racontée, ça a du sens. Comme la femme, et ils ont fait ça parce qu'ils ont paniqué à cause de mon épisode. Et puis ils appellent le chirurgien et c'est comme, bon, pourquoi ça n'a pas traversé? Et le chirurgien a dit, je ne sais pas. Je veux dire, je ne peux pas. Si tu me dis que c'était un 3006, non, ça n'a pas traversé. Oui, il devient de plus en plus évident que ce soit la vérité ou non, cela devient de plus en plus évident. Les gens ne croient plus qu'il a été touché par balle, ou alors pas avec un 3006, depuis le Losey Center. Le public n'y croit pas. Il n'y croit tout simplement pas. Et plus la croyance du public dans ce récit officiel s'effrite, plus ils paniquent. Parce que je pense que la réponse va ramener à la personne qui l'a réellement fait. Et ça, c'est tout simplement terrifiant pour eux. Donc, vous savez, on reste sur l'affaire et on continue de mettre la pression et ils continuent de faire des erreurs. Et à mesure qu'ils en font, nous allons continuer à relever ces erreurs et à les analyser. Et, et à faire savoir aux gens ce que signifient ces erreurs. Et j'ai été tellement bon avec vous tous, tout le monde sans exception, Turning Point USA, Daily Wire, Dave Rubin, Prager University. Je crois que j'ai accidentellement fermé notre document, alors laissez-moi juste le rouvrir. Nous en sommes à la page 293 ici. D'accord. Nous avons notre meilleur commentaire d'hier. Nous parlions de l'American Cancer Society qui semble... La personne qui m'a donné ce tuyau à propos de Dan Flood et qui a dit qu'il fréquentait ces gens-là a dit que l'argent est détourné. Ce n'est qu'une opération de blanchiment d'argent pour payer des flics corrompus.
à travers le Cattleman's Ball, le Cattle Baron's Ball si vous préférez, et ils prétendent que cet argent va à l'American Cancer Society. Peut-être que quelqu'un devrait enquêter là-dessus. Et ce meilleur commentaire dit « Pratiquement toutes les collectes de fonds pour l'American Cancer Society sont bidons. Ils ne cherchent pas de remède. » Il pourrait bien y avoir quelque chose là-dessous. Ces associations caritatives commencent à paraître un peu louches. Je dirais même cela. Jay-Z a écrit « Quand tu sauras la vérité, Candice sera adorable. Je prie pour ta sécurité chaque jour depuis l'Australie. J'espère que tu pourras nous rendre visite un jour. » Je l'espère aussi. Tracy écrit « C'est ma version du Super Bowl. » J'attendais cette collaboration avec impatience. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Nous pouvons faire cela tout le temps. On est voisins. C'est incroyable. Juste moi, toi et Theo Vaughn. Ouais. Tes parents demandent « Tu as pris l'avion ?» Non, en voiture. C'est vraiment fou. 20 minutes. On va juste passer du temps ensemble à faire les potes, ici, à Nashville, dans le Tennessee. Monica écrit « J'espère que vous savez tous les deux qu'à chaque fois que la vérité s'unit, la lumière s'intensifie sur le diable. On pousse la lumière à pleine puissance. Le Christ est roi. » Je suis totalement d'accord avec ça. Et on a vraiment l'impression qu'on est en train de gagner, c'est dangereux. Mais la façon dont ces démons hurlent et que tout le monde se fait démasquer. Je veux dire, il y a un Dave Rubin aujourd'hui, c'est comme, OK, et si on mettait un peu de lumière sur toi, mon pote, et les trucs que tu as fait, parce que moi, je n'ai rien à me reprocher. Cette personne écrit, je ne suis pas Joe. Meilleur duo de tous les temps. Continuez à diffuser les extraits. Candice, et assure-toi d'écrire Baron avec un seul R. Je vous aime tous les deux. D'accord? Alors, si vous n'êtes pas au courant de cette blague interne, elle est exceptionnelle. La seule façon de la décrire, c'est que Baron Coleman a complètement craqué. Il parlait à un commentateur à propos de Mitch Snow, et c'est à ce moment-là qu'il menait l'opération Déboulonner Mitch. Et en gros, il disait « Tu ne peux même pas remettre en question le récit sur Fort Huachuca parce que la mère du bébé de Mitch, d'il y a 20 ans, a quelque chose à dire. » Donc, ils essayaient de faire pression sur Baron pour qu'il arrête d'en parler. Et cette personne, dans son émission, est juste arrivée et a dit « Comment osez-vous? Comment osez-vous parler de Mitch alors que nous savons maintenant qu'il tramait quelque chose de louche il y a 20 ans? » Et Baron perd complètement son sang-froid et se met à parler sans arrêt de Joe. Et c'est précisément ce qui fait un contenu YouTube exceptionnel. Observons simplement Baron. Le Baron Golden s'écrase sur Joe. C'est fantastique. Partez d'ici. Laissez John. Partez d'ici. Rentrez chez vous. Voilà ton problème, Joe. Je n'ai rien défendu. La base, Joe. Tu incarnes tout ce qui ne va pas dans ce pays, Joe. Tout ce qui cloche avec ça se résume dans cette phrase. Je ne défends personne. Tu n'es pas assez intelligent pour regarder cette émission. Tu n'es pas assez intelligent pour le regarder, Joe. Je ne veux pas de gens stupides dans le public. Si tu es aussi stupide... Si bon. Ce que je dis, c'est Joe. Ce que je dis, c'est Joe. Il est possible d'être un méchant et d'identifier Brian Harpo. Ces deux choses sont possibles. Joe. Obtenir. Allez-vous-en d'ici immédiatement. C'est entendu. C'est la somme de tout ce qui ne va pas chez vous. C'est tout simplement génial et ensuite vous vous arrêtez. Je croyais qu'on l'avait. Ensuite, il affiche le cours que Joe peut suivre pour apprendre la logique et le raisonnement et comment A n'est pas égal à B et comment B n'est pas égal à C. Et puis tu trouves une chaîne YouTube avec des cours gratuits pour elle à Stanford. C'est ça. Oh, s'il te plaît, continue cette partie. C'est tellement bon. J'adore quand Joe s'effondre. C'était tellement génial. Le problème avec toi, Joe, c'est que ton QI juridique n'est pas plus bas. Tu peux passer outre. Je n'ai jamais rien dit qui est offensé. Voilà. Quand il s'agit de violences domestiques ou de choses comme ça. Mais Candace a détaillé comment prouver son récit. En d'autres termes, était-il à la base? Eh bien, elle a vérifié qu'il y était. Son fils a confirmé son rapport de police et l'usage réel du bâtiment mentionné. Elle appelle la base qui confirme. Ils utilisent ce bâtiment, fenêtre occultée, comme un site sécurisé. Et comment parvient-elle à tout vérifier, Joe? Non, ça ne veut pas dire qu'on a pris ça et qu'on s'est dit « Ah, bon, c'est vérifié !» Ça veut dire qu'il ne m'a jamais abusé. Non, Joe, c'est une position. C'est stupide! C'est pour les idiots. C'est pour les gens à faible QI. On n'a pas ça ici. On ne permet pas ça dans notre public. Donc tu dois partir. Tu dois partir. Ce n'est pas logique, Joe. Ça ne marche pas ainsi. En fait, si tu veux progresser dans la société et devenir un membre plus productif, tu peux t'abonner à n'importe quel programme de logique. Tu peux t'inscrire et dire « J'aimerais suivre un cours de logique parce que je suis stupide. » Tu peux le faire, Joe. Dis juste « Je suis désolé. Mon QI est bas. » Existe-t-il un cours de logique ou d'introduction à la philosophie dans ce collège local que je pourrais suivre? Ça m'aidera à apprendre à réfléchir. Ça m'apprendra que si je défends quelqu'un sur le sujet A, ça ne veut pas dire que je le défends sur le sujet B. Vous avez un cours comme ça que je pourrais suivre? Et je parie qu'ils en ont un. S'ils n'en ont pas, cherche en ligne.
Je peux t'en trouver un, Joe, comme un bon cours d'introduction à la logique que tu pourrais suivre. Oh mon Dieu. C'est génial! Joe, ce cours est fait pour toi. Regardez ça. Achetez ce livre ici. Master Books Homeschool. Introduction à la logique. C'est un programme scolaire complet. Procurez-vous Introduction à la logique, vendu 7,9 $. Pour moins de 10 $, apprends à faire ça. Si tu veux bien commencer ta journée, tu as un petit coup de pouce de ma part. 5e édition du cours. Maîtrise le raisonnement. Tiens, 10 balles. Presque 30 $, Joe. Ça dépasse peut-être ton budget. Regarde, l'université de Stanford est respectable. Oh, gratuit, Joe. On ne t'appelle pas par nom. On aura toute la page. Joe, il n'y a aucune raison pour que tu sois comme ça, Joe. C'est gratuit. C'est totalement gratuit. Tu n'as pas à payer pour ça. Je parie qu'il y a des vidéos YouTube. On pourrait sûrement trouver une vidéo YouTube. Une introduction complète à la logique sur YouTube. Je parie. Qu'ils en ont une. Tu peux apprendre à ne pas être comme tu es, Joe. Incroyable, Joe. C'est ma phrase préférée. Tu peux apprendre à ne pas être comme tu es, Joe. Ce crash était la meilleure chose sur YouTube. J'étais là, tu sais quoi? Merci. Oui, ça parle à mon âme. Tout le monde nous attaque. Personne n'attaque le fond du débat. Personne ne dit « Oh, était-il là ?» Ils se sont soudainement transformés en Jerry Springer d'il y a 20 ans en disant « Comment osez-vous discuter de ce qu'il vous a dit comme étant d'intel ?» Et moi, j'avais les larmes aux yeux. Je riais. Hilarant. Voilà donc la blague interne de « Ne sois pas un Joe ». Et Joe a eu ce pourquoi elle avait payé. Elle a beaucoup appris. En regardant ça, je ne pense pas elle ne suit plus votre chaîne, mais si elle revient du cours, elle le fera sans doute. C'est un groupe à QI élevé, Joe. Ouais? Tu dois élever ton niveau si tu veux nous rejoindre. Pauvre Joe. Slim écrit « Deux des personnes les plus courageuses des médias. » Curious Joel écrit « Les Baronites sont tellement fiers de toi, Sir Baron, surtout ton équipe de modérateurs fidèles. En l'honneur de ce moment, j'ai changé ma photo de profil YouTube pour une image de toi en mauvais flic et Candace en bon flic. » En train d'interroger Brian Harpole. Ouais, tu ne veux pas que ce type l'interroge. Tu n'es pas obligé d'être comme ça, Brian Harpole. Tu sais quoi? On peut juste suivre un cours pour devenir des flics corrompus. Tu dois être qui tu es, Brian Harpole. Oui, nous avons vraiment besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Je leur dis, vous arrivez avant moi, si poli et bien habillé. Vous vous exprimez bien. Et j'arrive et je me mets à râler en sweat à capuche. Elle est la gentille flic, moi le méchant flic. J'adore ça. J'essaie toujours d'être gentil, mais parfois, je suis juste... je deviens tellement frustrée. Et aujourd'hui, c'était un de ces jours où j'étais juste... parce que tu es tellement gentil avec ces gens et tu fais tout comme il faut. Et c'est pourquoi les mauvaises personnes ont-elles le droit d'exister, tout simplement? Ouais. Pourquoi ont-ils juste le droit d'exister et de continuer à exister? Je ne comprends pas. Quand le reste des gens essaient juste d'être honnêtes, droits, de garder un toit sur leur tête, de bien agir envers leur famille, de s'excuser quand ils ont tort, ils n'en sont même pas capables non plus. Ça n'existe pas chez eux. Alors, ne sois pas un Joe. Ne sois pas un Joe, c'est ce que Blanton vient d'écrire. Merci beaucoup à vous tous. Et ça, c'est ma version du Super Bowl que j'ai déjà lu celle-là. Je veux juste m'assurer de bien faire. Cody écrit « Les gens se réveillent et remarquent la tambouille de la Fed. Les mamans détectives enquêtent. Candace s'active. Baron dit vrai. Dieu nous soutient. C'est une guerre spirituelle. Tout ce qui est fait dans l'ombre sera révélé à la lumière. » Baron, je suis d'accord avec cette analyse. Je veux aussi te demander où les gens peuvent aller pour te soutenir. Tu fais ça maintenant. Tu t'engages vraiment dans cette aventure. On fait ça à plein temps. Ta chaîne est fantastique. Il a un style complètement différent dans la façon dont il fait ses vidéos YouTube. J'adore. Il fait de super monologues et il faudrait qu'on lui trouve un réalisateur pendant qu'il passe ses extraits, même si j'aime bien comme ça. J'adore le début d'une entreprise. J'aime le côté humble, tout faire soi-même. C'est fantastique. Quel est le nom de ta chaîne? Tu peux chercher mon nom, Baron Coleman. Baron avec un seul R. Voilà, c'est juste là. Real Baron Podcast, c'est le nom de la chaîne YouTube. Mais Baron Coleman, tu peux me trouver sur Twitter. Tu peux aussi me trouver sur Rumble sous Baron Coleman et on va s'étendre au fur et à mesure. Mais oui, comme Candace l'a mentionné, j'ai pris ma retraite de mon autre travail et je fais ça à plein temps maintenant. Donc, Eh bien, je vais devoir, si je peux faire une demande, pourrais-tu simplement épingler le crash de Joe? Je pense juste que ça mérite d'être épinglé en haut de la chaîne. Les gens veulent le trouver. Ils veulent y accéder. Ils veulent savoir ce qui s'est passé et si elle s'en est sortie ou non. Et aussi une mise à jour. Je pense que tu devrais contacter Joe. Vraiment, je pense qu'on est tous investis maintenant dans l'histoire de Joe. Pauvre Joe. Joe et le cheval nain. Aucun des deux ne méritait ça. J'ai de profonds regrets. J'ai de profonds regrets à propos du cheval nain. Il ne méritait pas ça. Rien de mal à être un petit cheval. Tu sais, il faut travailler aussi dur, voire plus. Ce n'est pas leur faute. Non.
C'est vrai. C'était incroyable. Il est prêt et équipé. Je le rejoins dans son émission. Il reviendra quand il voudra, c'est sûr. On vous a donné beaucoup à digérer. J'ai hâte de lire vos emails. Écrivez-nous à martips@candaceowens.com pour soutenir notre travail non financé par les sionistes, mais attaqué par eux. Visitez candaceowens.com. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez acheter un livre. Nous avons le pack version papier. Nous avons plein d'accessoires sympas. Fâché qu'on dise le monde ghetto. D'où mon sentiment d'être une extraterrestre. Ceci est la Terre, ça ne peut pas être ma planète. Tout devient vraiment ghetto ici. Et on a ces accessoires pour vous. Bien sûr, notre collection conspirationniste pour filles, qui est ma préférée, surtout la tasse. Et je suis sûre qu'on va bientôt vendre des sweats à capuche Baron. Il faut lancer des sweats à capuche Baron Coleman. C'est une tenue à haut QI. C'est un haut QI. Tu n'es pas assez intelligent pour regarder cette émission, Joe. On se voit demain, Joe.